Je m'appelle Julien Morissette, je suis directeur artistique de Transistor Média et cofondateur du Festival La Radio Numérique, un événement annuel lancé en 2017 à Gatineau. Cette année, notre programmation était présentée par Amazon Music, que je tiens à remercier pour son appui au FRN. On a 4 tables rondes à vous proposer en rattrapage, tout enregistrées le 28 avril 2023 au Centre culturel du Vieux-Elmer à Gatineau. Je laisse la parole à Stéphane Berthomet, animateur et producteur, qui a animé ce panel sur la monétisation des balados québécois. Merci d'avoir tenu jusque-là. Je voudrais d'abord m'excuser parce que je remarque que je suis le 3e animateur et que je n'ai pas de Blondstone, alors que tout le monde avait des Blondstone jusqu'à maintenant. Je suis un peu mal à l'aise. Bon, mais je sais que c'est pas le sujet, mais bon, on va commencer comme ça. Alors, je vais vous présenter d'abord le panel, puis ils vont chacun et chacune dire un petit mot. Je vais commencer par Zoé, vous notez quand même la tenue de circonstance de Zoé. Tout à l'heure, je lui ai dit, Zoé, où est-ce que tu vas? Elle me dire, je vais me changer. Je lui ai dit, quoi, tu vas mettre une tenue à paillettes? Elle m'a dit oui. Et bien, enfin, je savais pas que c'était vrai, mais c'est vrai. Donc, tenue de circonstance pour l'argent. Zoé, tu es cofondatrice et directrice de Magnéto. Tu étais, puisque ce n'est plus le cas aujourd'hui. Tu es indépendante, tu es productrice et réalisatrice. Et on te questionnera sur le sujet le plus compliqué, celui du financement institutionnel, essentiellement, mais sur plein d'autres choses. Émile, sans Seb, ça doit faire tout drôle ici. Émile, donc Distorsion, aussi quand même un stratège dans ton métier, dans ton autre métier que celui de podcasteur. Ce qui fait que je pense que ça a beaucoup joué sur votre façon de gérer votre émission, votre podcast. Michel, tu m'as demandé de dire que tu étais, comment tu m'as dit ça? Il est beau comme un prince. Voici Michel Grenier. Parfait. Voilà. Accessoirement, tu es le manager de quelqu'un dont on parle pas beaucoup en ce moment, Mike Ward. Oui. Et donc on évitera certains sujets pour l'instant. PH, on t'appelle PH. Donc on va continuer à t'appeler PH. Tu es podcasteur. Tu es cofondateur du studio FS. Tu es SF, pas FS. Ça c'est un autre sujet. Tu as le podcast Upika aussi. Et puis tu aimes beaucoup courir et longtemps. C'est ce que tu m'as demandé de dire dans ta bio. C'était une information pertinente que je voulais transmettre aux gens. Voilà. Alors on va. Je trouvais que ça valait la peine. Tu penses que ça a de la valeur ouais. Sur la discussion. Ok. On va essayer de dresser aujourd'hui un petit peu de mettre sur la table avec les différents sujets qui nous permettent de financer, de monétiser. On jouera pas sur les mots, en tout cas, d'essayer d'amener un peu d'argent et de valeur financière dans nos productions. Il y a plein de façons de le faire, évidemment. Il y a énormément de solutions en amont, pendant et après. Alors, on pourra pas tout faire, mais on va essayer quand même, en tout cas, de commencer. On parlera de tout ce qui est partenariat, on parlera des Patreon, on parlera du financement institutionnel, on parlera du système de paywall aussi, du paiement, de la mise un peu comme Patreon ou d'autres solutions. Donc, et on essaiera aussi de parler un peu des solutions alternatives. Il y en a certains d'entre vous qui ont eu leur podcast, soit qui ont été faits en public, soit qui ont été adaptés en série télé, en livre. Quand même, hein. Donc voilà. Donc on parlera de toutes ces solutions-là. Et puis je voudrais commencer par le commencement finalement et par toi, Zoé, parce que il y a un sujet que je pense à peu près très peu de gens ici maîtrisent, c'est la question du financement institutionnel. Comment, quand on est un créateur, une créatrice, on peut aller chercher du financement pour créer un balado? C'est quoi qui finance? Comment? Commençons par qui finance. Qui nous offre la possibilité de recevoir du financement? Bonjour, bonjour tout le monde. Alors oui, il y a énormément de financement. Puis le message que je souhaite porter aujourd'hui, c'est d'être attentif. Puis je vais te donner des sources précises. D'être attentif aux opportunités parce que pour vous donner une idée de l'ampleur du financement qui peut être disponible pour des projets balado, moi il y a un moment où une année par exemple à Magnéto, on avait une quantité de projets à nous, peut-être une dizaine de nos propres projets, mais aussi on avait peut-être 30 projets qu'on faisait pour des partenaires. Et la vaste... Donc là, on avait été une équipe de 9 employés. Donc, tu peux imaginer, tu sais, pour un an, ça prend du financement, soutenir ce type d'activité-là. Et la grande majorité, là, 90% et plus de notre budget annuel venait
de subventions institutionnelles. Donc, il y en a vraiment. Puis, il y en a vraiment beaucoup. Puis, pendant des années, et encore aujourd'hui, je travaille toujours à temps plein comme indépendante en tant que productrice. Et à peu près aujourd'hui, tout ce que je fais, ça vient de financement et de subventions. Donc, vraiment, il y en a. Ça, c'est... Donc, si on cherche où est passé le financement au Québec, c'est toi? Il y en a beaucoup, mais il en reste beaucoup aussi. Merci. Mais ce que je dois dire, c'est qu'avec tout le financement... Donc, ça fait depuis 2016 que je fais du balado principalement subventionné par du financement institutionnel. Et puis là, le message que je souhaite porter, c'est que malgré tout ça, le nombre de fois, je crois, où j'ai vu un appel à projet pour des subventions que c'est écrit le mot balado dans la subvention, je pense que c'était seulement une fois. Puis c'était cette année, le truc Télé-Québec Jeunesse. Donc, c'est vraiment le financement qui est étiqueté. C'est un très bel appel à projet. D'ailleurs, les montants étaient incroyables. Donc, merci. On l'a pas eu, mais c'était vraiment super de voir ça. Et donc, soyez attentifs à tout ce qui pourrait financer un balado, même si c'est pas écrit, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Donc, pour une liste sommaire, moi, j'ai beaucoup travaillé avec tous les conseils des arts, donc de Montréal, du Canada, les conseils des arts et des lettres du Québec, le patrimoine, toutes les sociétés gouvernementales comme le secrétariat à la politique linguistique. J'ai fait un super beau projet qui avait été financé par le secrétariat à la politique linguistique, mais directement au Musée de la Civilisation, qui ensuite nous avait engagés, nous. Puis c'est beaucoup ça. Le ministère de la Justice aussi, on a fait un super projet à Magnéto qui avait été financé par eux. Et donc, j'en passe. Il y en a beaucoup. Ensuite, il y a tous les financements d'organismes dont c'est la mission de promouvoir certaines choses. Donc, par exemple... la SODEC? La SODEC, ça, c'est un autre sujet. Mais puis je dirais que pour l'instant, il y a peu ou pas d'opportunités présentement pour financer des balados à la SODEC, à moins que ce soit convergent. Mais il y en aura peut-être dans le futur, mais à voir. Ils ont des annonces à faire là, dans les prochaines années avec la révision des lois. Tu disais, vous ne contentez pas d'aller chercher du financement là où c'est clairement inscrit balado, et tu précisais que c'est rarement inscrit balado. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que un projet culturel, quand on est artiste ou créatrice ou créateur, un projet culturel, on peut aller chercher du financement pour un balado parce qu'on a une démarche de création culturelle. Oui, je te donne un autre exemple que j'ai pas mentionné là, dans ma liste précédente. Cette liste-là, c'est comme un début, puis je vais en ajouter tout au long de notre heure. Le service de médiation culturelle de la Ville de Montréal, donc qui, a priori, est vraiment pour faire des projets de médiation culturelle. Le balado peut être un vecteur de médiation culturelle. Donc, vraiment, c'est de partir du projet qu'on a, puis après ça, d'aller voir quels champs d'action sont intéressés à financer. Parce que le balado est toujours autour d'un sujet, généralement. Puis la fiction, bon, là, on est dans l'artistique, mais généralement, quand on est en documentaire, on est toujours porté puis animé par la mission de vouloir dire quelque chose. Il y a des gens qui existent dans l'univers qui veulent appuyer notre propos. Donc, par exemple, là, récemment, j'ai travaillé avec la Fondation canadienne des femmes. Bon, ça, c'était un contrat CL qui m'ont demandé, c'est pas moi qui est allée vers elle, mais si moi, j'avais voulu aller vers elle, ils ont des fonds pour financer des projets qui font avancer des causes féministes. Donc, on peut se tourner vers ce type de démarchage-là aussi. C'est vraiment, donc, là, je dis ça aux jeunes réalisateurs, réalisatrices qui pourraient peut-être être dans la salle. Vraiment, aller vers des gens qui partagent vos missions, vos valeurs. C'est souvent là qu'on trouve un premier financement. Bon, puis là, on s'entend que on parle d'une démarche soit artistique, donc créatrice, créateur, soit une OBNL. Je pense que Magnéto était une OBNL, hein. Mais ces types de financements-là, à moins que ce soit une institution qui veut soutenir une cause ou qui veut passer un message via une production, ils sont rarement accordés aux professionnels, aux entreprises, aux compagnies. Si tu es en compagnie, c'est plus difficile d'avoir un financement de ce type des institutions là, gouvernementales, par exemple. Est-ce que un de vous trois, je crains ta réponse, Michel, a été chercher un financement, a pensé à un moment donné dans un de ses projets à chercher un financement institutionnel? Pas de notre côté. Non, pas de notre côté. Mais on s'est quand même informé à Distorsion. En fait, Distorsion, on parle d'histoires étranges de l'ère numérique. Donc, parfois, on touche à des sujets un petit peu controversés. Puis, de ce côté-là, ça nous mettait un peu dans une niche où c'était difficile, du moins à l'époque. Puis, je pense encore aujourd'hui, justement, à avoir accès à ce type de subventions-là. Souvent, on va toucher à des sujets parfois qui peuvent
qui peuvent être controversées, qui peuvent nécessiter parfois des assurances, en fait, qui peuvent être très dispendieuses. Hein. Ça, c'est un autre sujet que peut-être sera abordé dans un autre panel un jour, mais quand on touche au monde de l'enquête, au monde un peu criminel, à ces choses-là, c'est un milieu quand même assez sensible. Puis, parfois, il y a une sensibilité aussi au niveau des organismes subventionnaires, des grands réseaux et tout ça. Non, en fait, nous, on n'a jamais eu cette aide. Toi, Michel, on vous demande plutôt de l'argent en ce moment que l'inverse. Oui, c'est plus ça. Mais on n'en parlera pas maintenant. Mais c'est juste au moment où est-ce qu'on a commencé, tu sais, ça fait, sous-écoute, ça a commencé en 2011. Fait que, tu sais, au niveau des subventions, moi, ce que j'aimerais entendre quand je vous entends parler là-dessus, c'est les comptes qu'on a à rendre, tu sais, dans le sens que, tu sais, comme moi, en tant que gérant d'artiste, il existe aide à la gérance, tu sais, mais le gars avec le partenaire que j'avais dans mon entreprise, ça coûtait 8 000 à recevoir, 8 000, là, tu sais, fait qu'il fallait qu'il prouve toutes chaque fois qu'il allait dépenser un sou, chaque fois. Fait que c'est un travail qui est lourd, qui prend plusieurs mois pour aller chercher des subventions, tandis qu'avec Sous-Écoute, on s'est dit, on va le faire, tu sais. Fait qu'on y a le potentiel aussi, là. Oui, mais tu sais, ça a été un long travail, mais on est arrivé, fait que on sera pas subventionné non plus. Ça donne une liberté. PH? Ouais, nous, on a pensé plusieurs fois à des projets qui se seraient bien prêtés aux subventions, mais on dirait que face à la tâche de démarcher ces subventions-là, de s'y retrouver, d'essayer de voir qu'est-ce qui fitterait, d'appliquer, de faire... on s'y perdait un peu, puis on retombait un peu dans notre modèle qui fonctionnait, tu sais, de faire, là, on va faire le projet, puis après ça, on va aller chercher de la publicité et du financement. Ça, j'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose qui est partagé par tout le monde, de dire par quoi je commence, tu sais. T'as la barre, t'es sur Google Chrome, c'est quoi que je marque dans Google, tu sais, juste pour arriver à la bonne page qui va peut-être me dire que ça, c'est pour moi, tu sais. Fait qu'on s'est arrêté là. Ouais. Zoé, non mais je suis sûr que vous êtes nombreux à être dans ce cas-là, à vous dire, ok, je voudrais avoir un financement, mais où est-ce que je vais aller le chercher? Si je suis le seul, venez me voir après. Non, mais c'est un art aussi d'aller. C'est vrai. Tu sais, dans le domaine du spectacle, souvent, c'est pas les gérants, on a des boîtes qui remplissent pour 25% de qu'est-ce qu'ils vont aller chercher. Fait que pour vous dire à quel point c'est laborieux. Fait que quand tu commences un podcast puis t'hésites entre t'acheter un SM58 ou une marque ordinaire, mettons, tu te dis, t'as pas le moyen de donner 25% de rien sur 8 personnes qui t'écoutent, tu sais, parce que, tu sais, c'est un peu ça le problème. Zoé, est-ce qu'il existe des gens, est-ce que tu connais des gens, toi, qui travaillent uniquement à monter des projets de subvention? Est-ce que toi, tu fais ça, par exemple? Oui, et puis d'ailleurs, je dois dire, j'espère, Stéphane, je hijack ta question pour te dire que j'espère que tu vas nous faire parler de chiffres concrets. Parce que moi, j'étais très excitée quand tu nous as invité sur ce panel. Un des auteurs que j'aimais le plus lire quand j'étais jeune, c'était Balzac. Puis là, je me suis rendu compte pourquoi. C'est parce que lui, il parle beaucoup de chiffres. Mais là, c'est tout en francs, puis c'est d'une époque qui ne nous concerne plus. Alors, si vous voulez, je peux vous mentionner des chiffres de vraiment à quoi ça ressemble, les budgets balado. Moi, je travaille dans les budgets balado à la journée longue, là, c'est un peu ça mon truc. Puis je serais très curieuse de savoir, pour des gens qui sont de d'autres côtés du privé dans l'industrie, qui travaillent avec d'autres moyens de financement, ça ressemble à quoi? C'est vrai, c'est une bonne question. Il y en a qui commencent à avoir chaud là. C'est une bonne question. Combien ça coûte un balado? Parce que c'est vrai que j'aurais pu commencer par là. Tu aurais pu t'asseoir à ma place, puis tu l'aurais mieux fait que moi, visiblement. Mais combien ça coûte pour savoir combien il faut demander? Ok, bonne question. Donc, combien ça coûte un balado? Moi, je suis bien content, je suis l'animateur aujourd'hui. Alors, Zoé, par exemple, ton balado le moins cher, puis ton balado le plus coûteux en termes de coût de production, puis les autres, si vous voulez... là, ce qui est le fun, c'est que, étant donné que depuis 2016, j'ai fait plus de 60 projets balado, je peux dire plein de chiffres et tout va rester confidentiel parce que personne ne pourra savoir quel projet est associé à quel chiffre. Alors, je peux vous en donner. Donc, environ, je dirais en moyenne, là, historiquement, faire un épisode d'entretien, travailler. Historiquement, ça tournait autour de 5 000 $, mais là, c'est rendu peut-être plus 10 000. Ça dépend, du temps qu'on met au travail, puis à la recherche. Puis est-ce que
notre recherche est approfondie, tu sais, ou est-ce que notre partenaire, il nous donne les invités tout cuits, tu sais, qu'il y a ça varie beaucoup selon la quantité de recherche, la quantité de retravail, le risque légal aussi, tu sais, est-ce que c'est un sujet sensible, puis là, il faut qu'on swatch sur chaque mot puis chaque formulation, ou c'est un entretien avec des artistes, puis là, c'est pas trop grave, tu sais. Donc, un budget moyen, là, tu parles de l'époque de Magnéto ou aussi de maintenant? Non, maintenant, parce que les coûts ont beaucoup augmenté avec les salaires et tout ça. Donc, pour toi, un budget moyen, ce serait autour sur mettons, 6 épisodes, 30 000 à peu près. Oui, ça peut être ça, mais ça, c'est pour de l'entretien. Le documentaire, ça peut être plus, mais par exemple, oui, un 4 épisodes, 30 000, ça se peut, mais là, peut-être t'as pas tout le budget promo, par contre. Là, t'es sur la prod. Puis là, ça, c'est des coûts qui reflètent... Ça, c'est quand t'as pas d'apport en nature. Donc, tu sais, parce que beaucoup des jeunes projets qui commencent avec des réalisateurs... ils font appel à leurs amis. Moi, je te parle des coûts UDA. Je te parle, tu sais, de vraiment payer chaque heure, voilà. Legit, là. C'est ça. 1 heure de fiction. 1 heure, 1 heure et demie de fiction, ça peut être 30 000 aussi. UDA, etc. Non, Zoé, s'il te plaît, ne parle pas d'UDA avec Michel. On avait dit pas UDA. Mais j'ai aussi beaucoup fait des projets très chouettes, bien, qui sonnent bien, à 2 000 $ l'épisode, quand c'est très simple aussi. Il regarde Seb. Émile, est-ce que vous pouvez chiffrer le coût de votre production? Oui, je réfléchissais quand tu parlais tout à l'heure, mais c'est presque impossible à faire. On a des dépenses réelles, mais nous, ça fait 6 ans qu'on roule avec Distorsion, donc ça a été très long, nous, avant qu'on pense même à monétiser ou à rechercher des partenaires. Donc, on a fait quand même plusieurs épisodes, je dirais une 60aine d'épisodes avant même d'avoir une forme de rentabilité avec ça. T'sais, après, on a des dépenses, c'est sûr qu'on peut chiffrer. On a un local, on a un monteur, on est rendu une marque un petit peu plus déployée maintenant, donc parfois on paye des avocats, des gens comme ça, mais c'est notre temps à nous, en fait, qui est impossible à chiffrer après 6 ans. Mais on est dans une dynamique où on pense comme des créateurs de contenu, tu sais, un peu comme PH, en fait, avec Sans Filtre, c'est qu'on doit mettre en place un écosystème autour de nous qui fait en sorte qu'il y a des petites choses qui se passent, qui fait en sorte qu'on a une forme de rentabilité, que ce soit des donations, un membership sur Patreon, des revenus YouTube, de la marchandise, des partenaires aussi publicitaires éventuellement. Je voudrais pas t'amener dans le coin, mais pour savoir si ce que vous gagnez vaut ce que vous faites, et comment vous y arrivez, est-ce que vous pensez que vous ramassez de l'argent puis vous dites bon bah on sait pas, perte et profit, ou est-ce que vous essayez quand même de vous dire ouais? Non, en fait, je pense que là, après peut-être, ça fait 2-3 ans qu'on a des partenaires publicitaires, qu'on a une certaine forme de revenu, on pourrait plus faire l'exercice peut-être autour de nous. Ouais. En ce moment, je pense que oui, on est rentable d'une certaine façon, mais on l'a été très longtemps le faire par passion, en fait, par cœur et passion. Ouais. Ça demande beaucoup de recherche, des dizaines d'heures de recherche pour un épisode. Distorsion, donc c'est ces heures-là qui sont très difficiles à chiffrer. Ouais, effectivement. Michel, avez-vous une idée de ce que ça coûte de faire un épisode de Sous-Écoute? L'alcool. Non, mais dans le sens que, tu sais, moi, ce que j'aimerais entendre plus de la part de Zoé, tu sais, quand on parle de subvention, tu sais, je vois des gens qui font le saut, tu sais, mais c'est quoi ça représente, tu sais, dans le sens que tu es obligé de présenter tes textes avant, tu sais, puis c'est plus dans le cadre, parce qu'ici, on parle de 4 choses, en fait. On parle de, tu sais, une série documentaire comme Émile et Seb font, tu sais, ce que tu fais, ce que vous faites sur, il y a de la recherche, il y a plein d'affaires, tu sais, nous autres, il n'y a pas de recherche, là, dans le sens que c'est un podcast sans script. Fait qu'elle est toute là, la différence. Fait que moi, ce que je veux savoir, quand tu parles de 5000, t'écris ce que tu veux ou Radio-Canada regarde tes textes. Est-ce que t'es obligé, quand tu fais tes demandes de subvention, tu sais, tantôt tu disais, je paye UDA, mais t'es-tu obligé d'être UDA parce que t'es subventionné?
passionnés, contrairement à nous qui ne le sommes pas. T'sais, moi, je veux que les gens comprennent la tâche de travail. T'sais, c'est facile de dire, hey, 5000 par épisode. Mais si tu me dis qu'il faut que j'aille quelqu'un à temps plein, tu sais, quand on commence un podcast, la plupart des gens qui sont ici dans la salle, la plupart des Québécois qui ont un podcast, c'est-à-dire 99% du monde n'arrive pas avec ça. On le fait tout par passion, tu sais, mais on n'a pas non plus l'équipe j'ai pas l'équipe pour commencer. Puis nous, dans le cas de Sous-Écoute, les 7 premières années, on faisait pas une scène, là, on payait quelqu'un pour aller porter des laptops à gauche et à droite, on le faisait sur Skype. Là, après, on a acheté des GoPro, puis on faisait ça dans un appartement. On faisait ce qu'on pouvait. Fait que quand on est rentré au bordel, on s'est dit, on va pouvoir mettre du monde dans la salle, puis capable de payer notre réalisateur. C'était un peu ça. Puis l'alcool que ça coûtait, parce qu'on dit aux artistes qu'on les reçoit, tu sais, fait qu'on les reçoit avec la nourriture, avec l'alcool, on les reçoit le mieux possible qu'on peut les recevoir. Puis quand on a pu payer, on était tellement fiers d'être capable de payer, tu sais, d'être capable de payer les gens. Mais c'est juste, tu sais, on pourrait lancer tous les chiffres qu'on veut. Puis toi, dans ton cas, c'est le fun parce que t'en as 30. Mais nous autres, dans notre cas, mais peut-être toi, t'en as plusieurs, là, mais moi, je n'ai fait 2 dans ma vie. J'ai fait Wagner avec Guillaume Wagner. Puis, tu sais, c'était des super bons podcasts. Guillaume prenait le temps de lire, prenait le temps de s'informer. C'était malade, mais, tu sais, pour un an de podcast, tu sais, c'était juste par les Patreons ou juste par... Il n'y avait pas de publicité aussi. Tu sais, quand tu es un artiste, des fois, les gens veulent pas s'associer à toi pour ce que tu dégages, puis ainsi de suite. Tu sais, tandis que quand vous autres, vous y allez plus avec un sujet, fait que, tu sais, c'est un peu tout ça. J'aurais le goût d'entendre... Tu sais, 5000, ouais, mais 5000, c'est quoi l'effort à faire? Parce que, tu sais, la part des gens ici, comme je dis, si on est pogné pour passer 3 semaines pour avoir 5000 pour un épisode plus 3 semaines de recherche, on a des vies, là, tu sais. On fait pas des podcasts. Moi, je fais des podcasts. On y reviendra, PH. Es-tu capable de... Parce que toi, tu as un studio aussi, studio SF. Ouais, dans le fond... pour répondre à cette question-là, je pense que les dépenses liées au genre de podcast que nous, on produit, c'est-à-dire des podcasts de conversation, même chose que Sous-Écoute, entre autres, là, mais ces exemples-là, parce que c'est ceux qu'on fait le plus, les dépenses augmentent au rythme des revenus, dans le fond. Les 50 premiers épisodes du Sans Filtre podcast nous ont coûté 0$. C'était dans ma cuisine. Chez nous, tu sais, mais on avait 0 revenu. Puis au moment où les revenus ont commencé à entrer autant sur le Sans Filtre podcast que sur, par exemple, Sexe Oral, ben là, les dépenses ont commencé à augmenter parce que là, c'est OK, là, ça prend une équipe, ça prend un entourage, tu sais, fait que ça peut passer de 0$, tu sais, pour commencer à acheter du mettons, matériel. mais ça peut aller de 0$ à 100 000$ par année, tu sais, ça dépend vraiment de la rentabilité de la patente. Fait que, tu sais, c'est comme à l'inverse un peu, dans le fond, des subventions, là, c'est le thinking est inversé, là. Zoé, ça prend quoi comme reddition de compte quand tu reçois des subventions institutionnelles? C'est si compliqué qu'on a l'impression. En tout cas, moi, j'ai l'impression que c'est compliqué. Je me trompe ou... La barrière est à l'entrée, mais ensuite, c'est très simple, en fait. Donc, oui, il y a des papiers à remplir, mais je sais pas, non. C'est vraiment... c'est un milieu que j'apprécie beaucoup pour la confiance, en fait, qu'ils accordent aux gens qui choisissent de soutenir. Donc, moi, je vois pas du tout ça comme une barrière au fonctionnement des projets. C'est sûr qu'il y en a une, mais ça reste léger. Il s'agit généralement de remplir là, un formulaire qui est quand même moins long à remplir que la demande initiale l'était elle-même. Puis oui, envoyer les budgets mis à jour, tout ça, mais moi, j'ai jamais vu ça comme une barrière. En fait, le défi principal, c'est d'obtenir la subvention. Mais puis ça arrive parfois, effectivement. En fait, ça peut arriver très souvent, là, selon les types de projets, qu'on soumet une demande, qu'elle n'est pas retenue. Mais moi, j'ai toujours trouvé que c'était très formateur parce que même en ayant soumis une demande qui n'est pas retenue, ça nous force vraiment à réfléchir à notre projet, ça le rend meilleur, ça l'améliore. Et donc, c'est ça, j'encourage les jeunes réalisateurs, réalisatrices à s'essayer. Mais ma question que j'ai, c'est est-ce que toi, tu as la subvention, un coup que Radio-Canada achetait ton projet, ou tu pourras aller faire subventionner? Il n'y a pas de lien avec une compagnie comme Radio-Can ou Cube. Quand tu as des subventions, tu fais un projet autonome. Mais il faut que ce soit acheté pour être subventionné, c'est ça la question. Non, pas obligatoirement. Zoé? C'est ça. Ben, moi, je parlais vraiment des subventions comme, par exemple, d'organismes dont c'est la mission de distribuer de l'argent pour faire des projets en médias, en culture, en art. Tu sais, je mentionnais le secrétariat à la politique linguistique, ça, c'est le gouvernement du Québec. Il y en a au gouvernement du Canada. Il y a tous les conseils des arts. Moi, je parlais de ça.
puis des organismes qui peuvent en obtenir, puis ensuite travailler avec nous pour faire des balados. Donc, je mentionnais plutôt le Musée de la Civilisation qui avait obtenu comme ça une sub. Tout ce qui est diffuseur, Radio-Canada et autres, on parle plus de licences. Puis ça, je peux vous donner des chiffres, ça aussi, parce que j'ai fait plusieurs projets avec plusieurs diffuseurs. Puis souvent, par rapport au coût de production d'un projet, le coût d'une licence non exclusive va... C'est pas comme ça qu'eux le calculent, mais moi, j'ai remarqué que finalement, ça finançait à peu près 10% de mon projet. Fait que, par exemple, si j'ai un projet dont le coût de production est de... Je suis pas bonne en calcul mental, mais mettons que j'ai une licence pour, mettons, 4 épisodes de 2500 $, ben, tu sais, ça, c'est loin de représenter le coût de production des épisodes. Fait que c'est comme un bonus à la fin. Mais ça, c'est juste quand ils l'achètent puis qu'ils disent zéro quoi faire avec. Ils achètent juste le droit de le mettre sur leur plateforme. Après, ils ont des programmes où est-ce qu'ils acquièrent, puis là, ils travaillent avec toi, puis c'est là où ils disent finalement, ils ont comme un regard éditorial. Puis là, ils peuvent prendre 100% du coût de production, mais c'est parce que ça devient leur production. Tu sais, c'est que là, ils ont acheté ton idée, finalement. Puis là, tu le développes avec eux. Puis mettons que, là, je sais que vous ferez jamais ça, mais mettons que Sous-Écoute décidait de devenir un balado d'un diffuseur X, puis que là, vous étiez acquis. Ben là, il y aurait comme une négociation sur le coût d'acquisition, mais là, une fois que ça serait acquis, ben là, vous seriez comme tu sais, ça vous appartiendrait plus, vous seriez en égo sur quoi faire. Mais ça, c'est pas les subventions. Les subventions, ils te le donnent parce qu'ils aiment ce que tu fais puis ils veulent que tu continues à faire ce que tu fais. Tu sais? Ouais. Les subventions, tu restes indépendante là, dans ton travail et dans ta conduite éditoriale, alors que la production par Cube, Radio-Canada, Télé-Québec et autres, ils acquièrent ton contenu, là, ils le payent. Donc, d'une certaine façon, ils vont l'acquérir, puis après, ils vont l'utiliser dans leur écosystème ou de la façon dont ils estiment que c'est nécessaire. Pour poursuivre sur le sujet de l'argent dès le départ d'un projet, là, est-ce que vous avez déjà envisagé une solution de sociofinancement? Aller monter un plan de sociofinancement. Est-ce que vous êtes déjà penché sur la question? Peut-être toi, PH, avec les différentes productions que tu as faites, ça aussi, ça a été un truc que tu as abandonné? Non, pas vraiment. Pas vraiment, non. J'aimerais savoir une meilleure réponse. Merci de ton soutien. Parce que le sociofinancement, c'est quand même... ça met une grosse responsabilité sur tes épaules. Parce que si tu livres pas la marchandise, tu déçois les gens qui ont participé, dans le fond. Puis c'est venu après, puis on a réalisé rapidement, puis je sais pas, peut-être que Michel pourra en parler plus avec Patreon éventuellement, mais on a réalisé que les gens ont des attentes parce que c'est leur argent durement gagné qui investissent dans le projet, puis des fois, ces attentes-là sont très élevées, puis ça prend une rigueur assez incroyable pour être capable de livrer la marchandise, en fait. Alors, on sait qu'il y a deux gros systèmes. Il y a le système en amont, c'est-à-dire que tu vas aller avec une compagnie qui va t'accompagner ou un site qui va t'accompagner pour créer un appel de fonds avant de lancer ton projet. Puis, une fois que tu as réalisé cet appel de fonds, tu lances ton projet, puis les gens vont bénéficier des avantages consécutifs à ton offre. Ou tu vas aller chercher un financement en cours de projet, Patreon et autres. On en parlera, mais je te voyais hocher la tête, Émile, le sociofinancement en amont, vous y aviez pensé pour Distorsion ou pour une saison? Est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes dit, bon, 4e saison, on commence à être connu, puis vous étiez déjà pas mal connu, on pourrait peut-être avoir assez de visibilité pour amener du budget, non? Oui, on y a pensé un peu, puis je sais, ceux qui se rappellent, ça a été fait aussi, un peu en mode Kickstarter ou en mode Indiegogo. Fred Savard l'avait fait, en fait, à l'époque. Je sais pas si vous vous rappelez. En fait, il avait fait un peu l'inverse. Il avait tenté de, je me rappelle plus du montant, mais 35 ou 50, ou Transistor, vous aviez fait une saison ou deux. Oui, OK. Excellent. Bon, c'était un exemple que nous on a regardé quand même étroitement parce que lui prenait un peu le gage de dire ok je vais réunir un grand montant puis une fois que je l'ai je lance ma saison. Tandis que en fait quand tu es plus dans une optique de croissance, quand tu es un balado, dans notre cas, on est un balado indépendant, on monte une communauté, on est un balado de niche quand même, donc on développe notre niche, on développe notre communauté, ça va en augmentant cette communauté-là. Donc, c'est difficile de partir de zéro, il faut vraiment que tu aies
extrêmement bon pitch pour pouvoir Ou que tu sois très connu comme Fred Savard. C'est ça, exact. Tandis que nous, on s'est dit, nous, on convertit à l'usage d'une certaine façon, on convertit à l'écoute, on prend le gage que vous allez nous écouter, vous allez vouloir en écouter d'autres. On est bingeable. Donc, quand tu as du contenu comme nous, en grande quantité, quelqu'un qui voudrait faire une saison fixe, mettons, d'un projet, moi, je fais un peu comme tu fais, Stéphane, je vais faire un balado d'enquête de 8 épisodes sur un sujet dont tout le monde attend. Je pense que ça peut être intéressant de monter un socio-financement en amont un peu à la Kickstarter, Indiegogo, La Ruche, des projets comme ça. Mais nous, en fait, c'était le contraire. Je pense que c'est plus intéressant de partir avec, oui, un nombre très bas de supporters au début, mais tranquillement, si on convertit à l'usage, ce nombre-là va monter éventuellement. Puis, étant donné qu'on a une constance, qu'on n'a pas vraiment de début et de fin, on a un début, mais on n'a pas vraiment de fin, c'est plus intéressant et pour les supporters et pour nous d'avoir un modèle un peu par abonnement, un peu épisodique, en fait. Mais c'est intéressant parce que j'entends plusieurs fois la même chose. Hein. On y va progressivement. Plus on monte, même toi, Michel, qui avait une progression quand même assez impressionnante, mais on y va doucement. On s'achète le matériel au fur et à mesure que l'argent rentre, puis on équilibre le budget comme ça, puis on se lance pas dans des dépenses complètement folles dès le départ. Justement, si on pense que le Kickstarter ou un autre système en amont comme ça, c'est ou trop de pression ou on n'a pas envie de le faire, est-ce que vous avez songé à faire des partenariats dès le départ? Parce que c'est une possibilité. Le podcast perso là que j'ai, le podcastologue par exemple, moi j'ai été chercher un partenariat avec une compagnie Edison, Julien Moss était là ce matin, pas pour qu'il m'apporte de l'argent, mais pour qu'il donne de la visibilité au balado. C'est lui, il m'offre du positionnement sur des stratégies pour que le balado soit écouté. Donc c'est mon gain à moi, il est là. Mais vous auriez pu dès le départ vous dire ok, on est dans c'est sûr que les styles sont pas forcément très faciles à accommoder. J'en parlais avec nos captives là, mais le style true crime est pas forcément très facile à accommoder avec le partenariat. Mais c'est des choses auxquelles vous avez pensé avant, pendant, maintenant là, et toi aussi Zoé dans vos productions. Mais quand t'es financé, pardon, je vais revenir à vous, mais quand t'as reçu un financement institutionnel, tu peux plus insérer un partenariat dans ton projet, hein? Si c'est possible. Ouais. Est-ce que j'ai déjà fait ça? Laisse-moi réfléchir. Je me rappelle en ce moment d'une instance où j'en ai parlé à quelqu'un avec qui je travaillais, là, le balado, puis c'était un dirigeant d'une organisation artistique. Et puis, finalement, on a décidé que non, mais ça aurait pu être possible. OK. Oui. OK. Vous, là, l'un après l'autre, les gars? J'allais juste dire, c'est là que je me rends compte à quel point je suis vieux. Parce que, tu sais, on a vraiment commencé le podcast à l'étape où on était comme, tu sais, il n'y avait rien, là, tu sais. En 2015, aux Oliviers, ils ont arrivé avec une catégorie qui était comme web, numérique, je sais pas quoi. Puis là, on l'a gagné. Puis l'année d'après, ils ont fait un podcast. Puis là, on l'a gagné. Puis après, ils ont fait podcast avec et sans script. Puis ça continue tout le temps comme ça, tu comprends? T'sais, on dirait que c'est un médium qui vient de commencer beaucoup au Québec, mais dans le cas de sous-écoute, c'est de penser à aller en sociofinancement. Hey, je vais parler sur le web, donnez-moi de l'argent, de quoi tu parles, tu comprends? Il y a comme quelque chose. N'oublie pas que c'est la génération aussi qui ont eu Napster puis LimeWire puis qui payaient rien. Fait que je m'en vais dire, hey, tu sais, la place que tu volais toute ta musique, viens, je vais te faire payer. Ça fait peur au début quand même. Ça fait peur. Ça fait peur, surtout que j'avais une... Non, mais il y avait quelque chose, c'est dans le sens que c'est là que je me rends compte à quel point, aujourd'hui, on dirait qu'il y a plus de... Je pense que ce que Zoé dit, c'est vraiment important. Oui, je sais que je représente Mike puis un podcast qui a du succès au Québec, puis juste l'an dernier, on est capable de faire le Centre Bell, on va au Centre Vidéotron, je pars en tournée en Europe, il n'y a pas beaucoup de podcasts qui peuvent puis faut pas oublier qu'on est québécois, puis le plus gros podcast au monde qui a eu une foule, c'est Mike Ward sous-écoute, c'est en français. On a battu l'entier record de 7000 personnes pour un soir, tu sais.
Fait que on dirait qu'on a commencé avant tout le monde, mais ça nous donne la chance qu'on a un following depuis plus longtemps. Puis nous, c'est sans script. Puis je pense que ce que je dis moi aujourd'hui, c'est pas super important, mais je pense que Zoé, ce qu'elle dit, c'est super important dans le sens que elle est actuelle, Stéphane est actuel, puis je pense que vous allez être de plus en plus subventionné, il va plus d'avoir de solutions. Puis c'est sûr qu'à chaque fois que tu demandes de l'argent à quelqu'un, ben j'imagine que ça vient avec des choses plus complexes. Mais moi, de sociofinancement, ça existait-tu? Indiegogo en 2009, tu sais? Tu comprends? La ruche, existait-tu? Non, tu sais, il y a rien qui existait. Puis c'était d'expliquer. Puis quand Mike Ward, tu écoutes, a décidé, hey, on va avoir un Patreon. Personne ne savait c'était quoi. C'est la raison aujourd'hui pourquoi le monde connaisse le mot Patreon. Que t'aimes Mike Ward ou que tu l'aimes pas, c'est grâce à Mike Ward qu'aujourd'hui, certains podcasts peuvent savoir. Puis c'est pas que je veux lui donner le crédit, je fais juste dire, on savait pas c'était quoi. C'est juste ça. Fait qu'au-delà de ça, je pense que ça a créé... Il y a une nouvelle façon de faire les podcasts, puis c'est un cycle. Là. C'est même en humour, c'est la même chose. Il y a l'humour des années 90, on le voit aux Olivier avec Arnaud Soli, puis Virginie Fortin. Il y a l'humour des années 2000, 2010 à 2020, c'était autre chose. Et 2020 à 2030, c'est autre chose. Et j'imagine que le podcast, sous-écoute, c'était bien le fun de 2010 à 2020. C'était ça la façon. Mais 2020 à 2030, c'est ce que Zoé et Stéphane disent. PH? Je pense que juste pour finir sur ce que tu disais, c'est clair qu'après, tu sais, nous, mettons, quand on a lancé le Sans Filtre podcast, c'était beaucoup plus facile expliquer à des annonceurs c'était quoi un podcast grâce à Sous-Écoute, là, je pense. Mais pour revenir à la question des partenaires avant de lancer le projet, nous, on l'a fait en quelque sorte avec le podcast Sexe Oral, où est-ce que on savait que ça allait être un succès de par les personnes, de par les animatrices, de par le sujet. Puis on savait que c'était quelque chose de super niché, puis que probablement que l'argent allait venir d'un sex shop parce que le podcast s'appelle Sexe Oral. Fait qu'on a tout de suite booké un partenaire officiel qui était Eros et compagnie. Il y en a un à Gatineau d'ailleurs, il y en a partout en fait. Puis ça, on leur a fait évidemment un prix qui était super avantageux pour eux, mais qui, à ce moment-là, pour la première saison, pour la première année, en disant on renégocie plus tard. Mais ça fait on a réussi à absorber les coûts de lancement, les coûts de branding, le design sonore, tout le kit, et évidemment l'équipe que ça prend pour faire ce balado-là. Puis on a grandi, dans le fond, pratiquement avec Eros et compagnie. Tu sais, le podcast a grandi avec Eros et compagnie, puis durant la pandémie, il était backorders sur carrément tous les jouets sexuels de l'histoire, tu sais. Puis quand on est venu pour renégocier ensuite avec Eros et compagnie, ben là, eux autres, ils ont vu la valeur ajoutée. Nous, on a évidemment monté notre tarif. Puis ça a été juste un partenariat qui a été bénéfique à tout le monde. Donc, sans être un podcast de marque, parce que ça, c'est possible aussi de faire des podcasts de marque. C'est une autre façon de faire des podcasts, mais sans être un podcast de marque, ça a été un partenariat super bénéfique. Puis on pourra en reparler si on parle de partenariat à long terme puis de comment c'est avantageux pour tout le monde. Mais ça, c'était notre façon de le faire, là, tu sais. Émile, je crois que tu voulais... En fait, encore une fois, notre podcast, on parle de criminalité, de sujets en lien avec la criminologie. Puis un des premiers partenaires qu'on a eu, en fait, ça fait quelques années, je pense que c'était pour notre saison 5 ou 6. Puis on était vraiment contents. À l'époque, on n'en avait jamais eu avant. Puis on trouvait que le match était vraiment parfait. C'est le département de criminologie de l'Université de Montréal, en fait, qui nous ont commandité une saison, en fait, entière. À cette époque-là, en plus, on n'avait pas d'agence avec nous. On était vraiment à fond. On tentait de faire tout notre petit développement d'affaires par nous-mêmes. Puis, c'est quand même un partenaire prestigieux. Donc, tu sais, je dis ça un peu comme exemple de ceux qui ont d'autres podcasts de niche, en fait, de producteurs indépendants dans la salle. Quand justement on maîtrise bien son audience, ses chiffres et tout ça, puis on voit une niche intéressante, ça peut vraiment être intéressant pour eux. Puis avec eux, ce qui était intéressant, c'est que tu sais le montant n'était pas
C'était un montant, nous, je pense que il nous aurait donné une tape dans le dos, on aurait dit oui, dans le sens que c'était notre premier partenaire. On se disait ça en prend un premier pour éventuellement lancer les autres. Mais en plus, avec eux, on faisait du contenu, on a fait un peu de contenu bonus d'une certaine façon, un peu podcast de marque, comme tu disais, PH, un peu commandité. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça, des fois, ça peut sonner bullshit auprès de ton audience. Tu sais, quand tu as une audience très, très engagée, là, tu fais un contenu commandité, ça grince un peu. Hein. Même moi, comme auditeur, je peux être critique envers ça. Mais là, c'est intéressant parce que c'était l'université qui nous donnait accès à ses experts. Donc là, on a fait vraiment des épisodes avec eux qui étaient très riches en contenu, que les gens ont hyper apprécié. Ils nous en ont demandé d'autres, même par la suite. Donc, c'était vraiment un bon match de ce côté-là. Là. Oui. Juste pour rebondir là-dessus, tu sais, un podcast sponsorisé, c'est pas nécessairement, si c'est bien fait, comme tu sembles l'expliquer, ça peut paraître quasiment vraiment naturel. Nous, un des épisodes les plus écoutés justement de Sexe Oral, c'est un épisode sponsorisé avec un pharmacien qui est venu, puis il était vraiment, vraiment sharp pour répondre aux questions. Les filles, ça a été partagé comme du feu dans du foin, là, ce podcast-là, sur les réseaux sociaux. Puis c'était sponsorisé, tu sais. Fait que tout le monde en a eu, évidemment. Probablement, eux en ont eu pour leur argent que nous, là, mais ouais. Parce que dans le cas de Sexe Oral, ce qui est bon aussi dans le partenariat que vous avez, c'est moi, je pensais pas que vous aviez été les voir avant. Je pensais que c'est eux qui étaient venus. Fait que ça, c'est le fun quand un partenaire, t'as l'impression que c'est lui qui t'approche, c'est elle qui t'approche en se disant « Hey, ça, c'est un contenu qui me ressemble. » Fait que j'apprends ça, que t'as été les voir avant. Moi, j'ai l'impression que le partenariat, c'est quand on cherche, on va parler un peu de la publicité. Je suis curieux de vous entendre si vous avez déjà pensé à la publicité automatisée mais j'ai l'impression que le partenariat, ça reste quand on débute ou quand on s'auto-produit, parce qu'on parlera pas des podcasts produits par Radio-Canada, Cube, Télé-Québec et autres, puisque c'est une autre forme de totale de production. Mais quand on s'auto-produit, c'est quand même quelque chose qui est peut-être un peu plus facile que d'aller chercher un sociofinancement. Puis, c'est quelque chose qui est plus, entre guillemets, éthique, parce que ça correspond peut-être plus aussi que de la publicité à ce qu'on est comme produit. Tu sais, quand tu dis partenariat avec l'université, ça posait pas de problème ni pour eux ni pour vous. Puis, j'ai l'impression que c'est une solution qui est plus facile à envisager, non? Zoé? J'ai envie de rebondir là-dessus parce que quand je vous écoute tous les trois, ce qui ressort pour moi de commun dans votre propos, c'est l'alignement vraiment fort entre vos moyens de financement puis vos contenus. Puis c'est ça qui fonctionne à tous les fois. Puis c'est pour ça, Michel, que je pense que la méthode qui vous a permis de grandir, elle va rester pour tout le siècle vraiment la méthode de référence parce que c'est ça, c'est pour avoir un contenu qu'on peut monétiser, que ce soit par le financement des gens qui vous écoutent, comme c'est votre cas, ou des institutionnels, ouais, ou ben la pub, mais forcément, mais parce que il est très écouté, parce que vous vendez de la pub seulement parce que vous avez c'est ça, vous avez les codes d'écoute, puis ça se bâtit en fait, ça prend le temps de le bâtir. Puis pour moi, la majorité des podcasts vont rester comme ça, c'est-à-dire ça commence par un projet de cœur qui est financé par le cœur puis l'intérêt des gens. Puis ça a été ça pour vous, Émile. Puis je pense que pour vous aussi, au début, vous vous lanciez là-dedans, vous saviez pas si ça allait être solvable. C'est comme ça que ça commence. Puis pour moi aussi, finalement, c'est juste que moi, c'est plus comme 0-1, c'est-à-dire soit on le développe, ah, là, on a un financement, puis là, on l'a tout, ou on l'a pas. Mais ça finit, puis ça fonctionne juste quand il y a un alignement. Si moi, je présente une demande à un truc que ça dit pas qu'il appelle des balados, là. Ça dit, bon, projet X, numérique, bon. Puis là, on trouve la ligne, parce que nous, on sait ce qu'on veut faire, puis on sait à peu près, eux, qu'est-ce qu'ils veulent financer, puis là, on trouve la ligne, on trouve l'alignement. Là, ça marche. Mais vous aussi, c'est ça. Vous avez trouvé un super alignement avec l'université. Ouais, je suis impressionnée. Bien, évidemment, le sex shop, là, ça s'imposait vu votre sujet. Puis c'est ça qui marche. Fait que, tu sais, pour moi, une bonne monétisation de balado, c'est quelque chose qui est vraiment aligné puis qu'au lieu d'asphyxier le projet, tu sais, comme tu as légitimement peur que ça se fasse, c'est quelque chose, au contraire, qui vient ouvrir les poumons sur plus de possibilités. Tu sais, je sais pas si vous sentez que la publicité, ça vous asphyxie d'une façon ou d'une autre? Non, zéro. C'est nécessaire, la publicité. C'est pas ça que je sens qui m'a... Ben justement, parlons-en, la publicité. Là. Comment tu vois ça? Comment ça fonctionne pour vous, la publicité? Mike? Là, chez Mike, ouais. Ben, c'est super simple. C'est un nombre par... Tu sais, nous, on fait de l'argent là, parce qu'on est ici pour parler de l'argent, là, en général. Là,
Non, mais l'argent des podcasts, c'est ça vraiment. Fait que, tu sais, nous, le modèle était vraiment que c'est pas payant au début un podcast quand tu commences. Tu sais, je me rappelle encore la première fois qu'on a tourné sous écoute au bordel, je suis rentré à 8h moins quart dans un Best Buy, puis j'ai dit j'achète 3 caméras qui sont pareilles. Puis j'ai pris 3 Sony, j'ai pris des fils HDMI, puis on est allé au bordel, puis on a tourné ça, là, tu sais, puis on attirait 30 personnes là, dans une salle de 110. Fait qu'on n'avait pas de monde qui venait voir sous-écoute, mais c'était assez pour payer Yann, tu sais, qui faisait, tu sais, on n'avait pas une scène, puis on a commencé de même, tout le kit. Fait qu'au niveau financier, on cherchait plein de moyens financiers. Fait que la publicité en est un. Après ça, le Patreon, comme arrivait, puis là, Jean-Thomas, il a dit « Oh, un Patreon », puis on a fait « Oh, on pourrait faire ça », tu sais, fait qu'on est allé sur Patreon. Après ça, Facebook paye un peu. Après ça, on peut ramasser de l'argent avec YouTube. Fait que, tu sais, YouTube, Facebook, Patreon, les entrées, les spectacles, quand on fait des Sandbell. Après ça, du merch. Avec le merch, on peut aller chercher quelque chose. On peut aller chercher, tu sais, parce que les gens sont très, très attachés à leur podcast. C'est ça, c'est la façon de faire de l'argent, c'est faut que vous bâtissiez une communauté solide. Puis la communauté, elle va vous suivre dans tout parce qu'elle est fière de vous supporter, puis elle est fière d'être là avec vous. Puis c'est ce que je sens qui est important, mais votre communauté, elle serait prête à acheter un peigne à votre effigie. Là. Tu sais, à un moment donné, je sais que c'est weird, là, mais c'est ça. Fait que c'est qu'il y a des affaires plus weird à l'effigie des podcasts qui se vendent. Oui, c'est vrai, j'avais pas parlé. Il y a une couple d'affaires qui sont pas un peigne. Mais ça... En tout cas, dans les deux cas... Plus le fun qu'un peigne, par exemple. Plus le fun. Tu le sais pas. Non. Mais non, sérieusement, fait que c'est ça, il y a beaucoup de moyens de financement. Fait qu'à un moment donné, on allait chercher un petit peu d'argent là, un petit peu d'argent là, un petit peu d'argent là. Fait que tu sais, sous-écoute, ça a pété 100 millions de visionnements. On fait 2 millions par mois au niveau des auditions. Fait que tu sais, 2 millions, mettons que ça donne une scène par clic. Mais 2 millions, c'est le fun, tu sais. C'est quand même pas pire. Puis ça donne plus qu'une scène en passant. La publicité, là, vous êtes allé vers un système de publicité, d'insertion publicitaire, Émile? Nous, on est un cas particulier un peu. Moi, dans l'autre côté de ma vie, je travaille en marketing numérique, donc je conseille des potentiels clients qui peuvent être intéressés à annoncer dans nos balados, dans vos balados. Donc, il y a des systèmes qui existent, un peu comme là où tu nous enlignes, Stéphane, comme Acast, par exemple, qui font de l'insertion publicitaire pour ton balado. Tu leur envoies le feed, puis eux, ils vont t'insérer, te matcher avec des clients que tu connaîtras pas forcément, en fait. Moyennant une petite somme, en fait. T'sais, on est dans l'univers du CPM ici. Coût par mille. Exactement, coût par mille. C'est comme ça que Spotify fonctionne, que YouTube fonctionne, que l'ensemble de la publicité numérique fonctionne. Donc, dans le podcast, on est dans un average de peut-être à peu près 25-30 dollars par 1000. Ça veut dire que si vous faites 1000 écoutes pour votre épisode, par exemple, vous êtes en mesure de vendre un spot publicitaire, une intégration ou autre, autour de 30 $, 25 $, si on veut faire. Étant entendu le fait qu'il faut que tu aies déjà dépassé un certain stade, c'est-à-dire que c'est pas à 1000 que tu vas pouvoir ramasser un 25 $. Il va falloir que tu aies un quota, un 5, 10, 15 000, peut-être 5 000 au moins par épisode pour pouvoir prétendre à vendre au coût par 1000. Ouais. Puis il y a des systèmes qui existent comme justement Acast qui va t'insérer dans Spotify, par exemple, qui est une des seules façons au Québec d'être très écouté, d'être présent sur Spotify en mode publicitaire, si on veut. Mais eux, vu que c'est un service automatisé, ben c'est sûr que la cote est moins élevée. On parle d'un CPM autour de 17 $, donc parce qu'évidemment tout le système est automatisé. Ouais. Donc, nous voyons un peu ça. Au Québec, on est dans une zone grise parce qu'ailleurs dans le monde, tu peux facilement t'insérer dans le network de Spotify, tu peux facilement t'insérer dans d'autres régies publicitaires, mais au Québec, on est dans une zone d'ombre un peu. Spotify n'a pas tout déployé ses trucs, par exemple. Mais nous, en fait, on a jugé que c'était, moins intéressant pour nous, cette technique-là. On a créé notre propre système de pre-roll. Donc, nous, on a notre propre système qui insère
des publicités, qui peut insérer des publicités dans nos balados. Donc, on peut vendre un spot potentiellement en pré-roll avec notre propre système à un coût plus élevé. Puis, on peut aussi mettre nos propres publicités, par exemple. On sort un livre, on vient ici, on fait quelque chose de spécial, on peut utiliser puis l'enlever après. Exactement. Quand tu dis nous, Émile, tu parles de nous, vous deux, Oui. l'équipe Distorsion. Donc, Oui, vous avez mis en place un système. Mais tout à l'heure, on est des ce matin- bricoleurs. Ouais. On s'est dit un peu, on va le faire nous-mêmes. Ça n'existe pas, on va le faire nous-mêmes. Puis, on verra où ça nous mène, en fait. Ouais, c'est formidable, ça. À Cast, ce qu'ils font, c'est qu'ils sont fait un partenariat avec Target. Et donc, ils t'insèrent de la publicité, comme l'expliquait Émile. Tu peux juste choisir avec qui tu veux pas faire de publicité. Par exemple, évidemment que un podcast sur l'écologie a peut-être pas forcément envie d'avoir une publicité pour un RAM 150. Donc, tu choisis tes industries ou ton univers avec lequel tu veux pas faire affaire, mais ça demande énormément d'écoute. Puis, j'aimerais t'entendre, Michel, sur parce que on rentrera pas dans le débat de podcast et de vidéos, mais vous êtes beaucoup sur YouTube. Vous avez beaucoup d'écoute sur YouTube. Est-ce que ça rapporte plus quand on est très très gros comme le podcast sous écoute sur YouTube, ou de la publicité sur les Spotify, Apple Podcasts de ce monde? Ben, sur YouTube, la façon que la plateforme paye, c'est un peu la théorie du bâton de hockey, là. Fait que je vous explique rapidement, il y a une palette au bout, là. Fait que plus tu as d'écoute, plus c'est payant. Fait que à un moment donné, c'est que si tu as 10 000, 15 000, 20 000, ça reste dans le bâton, on va dire. Mais quand tu pognes en haut de 100 000, c'est la palette. Là, fait que c'est la palette dans plusieurs sens. Mais Vous êtes en haut de la palette, là. ouais, Pas mal, ouais. Nous, on a des podcasts qui ont pété le million. Fait que c'est ça. Oui, ça devient payant à un moment donné, mais je tiens à rappeler aux gens que les 8 premières années, on n'avait pas une scène. Là, fait que les gens vont tout le temps, c'est le fun, le succès de sous-écoute. Oui, mais c'était un long travail, puis on n'a jamais abandonné, même quand on faisait pas d'argent. Puis on a toujours essayé de l'avancer, puis de trouver des solutions, puis essayer de trouver des moyens de financement. Parce que comme je disais, au moment qu'on est arrivé dans l'histoire, tu peux pas appeler le monde et dire « Hey, il y a personne qui aurait financé. » Sur le web, pour la plupart des gens, ça, tout devrait être gratuit. Fait que de demander de l'argent, il y a quelque chose de... Puis je pense que la raison pourquoi les gens de plus en plus vont commanditer ou vont adhérer à un podcast, c'est que on a tous compris qu'il y a un producteur, puis là, il y a un ci, puis il y a un ça, mais on a l'impression, puis c'est ça aussi, que quand tu encourages un podcast, c'est directement dans la poche de l'artiste que t'aimes. Fait qu'il y a quelque chose de le fun aussi là-dedans, je pense, pour la clientèle. Mais juste rapidement, puis je veux pas insister là-dessus, mais plus intéressant sur YouTube ou plus intéressant de la pub en insertion via je ne sais quelle agence Plus intéressant de la pub. sur YouTube? Non. La pub tout Le court. CPM sur YouTube, si on revient à ça, là, Mais c'est ça qui m'intrigue, là. va monter dans les mois parce que tout ça est guidé par les annonceurs qui misent sur des spots. Exactement. Donc, novembre, décembre, la période des fêtes, tout ça, tu vas avoir des CPM des fois qui vont monter à 11-12, des fois 14-15, selon des pays, dollars par 1000 impressions. Puis, mais en général, nous, de notre côté, on est sur YouTube aussi. On met simplement l'audio. On n'est pas filmé comme Michel, comme sous-écoute. Mais, tu sais, en ce moment, ça tourne autour de 4-5 dollars par 1000 impressions sur YouTube. Donc, c'est la variation, elle est faut pas, il y a personne, aucun créateur que je connais, même des YouTubers, très peu qui vont baser des revenus sur les revenus YouTube. Souvent, c'est du bonus, c'est ce qui va t'aider à payer le monteur, à réinvestir ou quelque chose comme ça, mais c'est difficile d'avoir une stabilité en revenus publicitaires YouTube. Zoé, tu voulais dire quelque chose? Je me demandais, les chiffres dont vous faites référence, c'est pour des durées de combien de temps? C'est en fait, ça, c'est des insertions. C'est ce qu'on. Là, je parle pas de partenariat publicitaire, par exemple, Eros et compagnie qui veut une intégration dans sexe oral. Je parle du système de Google. Donc, vous savez, les pubs là, qu'on peut skipper au début des vidéos, ces choses-là. Donc, c'est des petits spots qui vont dépendamment. Ta clientèle qui t'écoute. Oui, majoritairement, exactement. C'est ciblé directement sur toi. Puis après ça, tu t'en insères autant que tu veux dans ton épisode. Tu sais, c'est dur à dire C'est quoi, combien c'est de 45 secondes, quelque chose comme Non. ça? Ça peut aller de 6 à 15, 30. Tu peux choisir, tout le monde le sait comment marche YouTube, là, c'est que
Si au début, tu peux mettre des publicités qui sont skippable, d'autres pas. Fait que, tu sais, si tu peux les skipper, mais ça donne moins d'argent, si t'en as dans le milieu. Mais en même temps, l'auditeur qui écoute, si t'as une pub à toutes les 5 minutes, qui te rappelle que c'est fantastique. Tu sais, moi, c'est un peu pour ça. Il va te le dire. C'est pas pour parler contre, mais je vais parler contre, là. Mais tu sais, quand tu veux écouter de quoi, mettons, sur Novo, sur mais tu tapes 4 pubs de Desjardins de 30 secondes avant d'avoir le droit à ton... Sérieusement, c'est parce que c'est 4 fois la même. Fait que déjà là, c'est lourd en esti. Fait que je trouve ça, tu sais, je trouve un peu ça inacceptable. Tandis que s'ils me mettaient 4 pubs de Desjardins de 10 secondes répartis dans le temps que j'écoute, moi, je trouve ça acceptable. C'est juste, c'est les 4-30 secondes en partant. J'ai le goût de me tirer. C'est long. Ben, c'est vrai que c'est presque un débat, là, de savoir jusqu'où on peut mettre de la pub puis pas trop mettre de la pub. Enfin, on parle de l'insertion publicitaire exactement, là, style Target et autres. Toi, tu parlais de faire des publicités, Michel. Est-ce que vous faites de la publicité? Est-ce que vous prenez des revenus en hosting, en host trading, de proposer ou de parler de tel ou tel produit, ou c'est quelque chose qui vous a jamais tenté dans sous-écoute? Tu veux savoir si c'est des mettons une marque de bière te dirait on te paye pour que tu nous fasses notre promo, pour que Mike fasse ta promo à l'antenne. Pourquoi pas? Tu sais, dans le sens que ça dépend. Là, on veut rien que... On s'associerait pas avec n'importe quoi, mais c'est pour aider le podcast à gagner en qualité. Tu sais, après ça, tu sais, je vous parlais tantôt les 3 caméras qu'on est rentré dans Best Buy à 8h moins quart. La phase 2, là, on a dit, OK, on s'équipe en 4K, tu sais. Fait que là, ça nous a coûté 15 000 à moi puis Mike, mais on faisait pas une scène, là. Fait qu'on a pris 15 000 de ce que Mike, c'est ça qui est pratique, c'est que Mike, c'est un artiste de scène. Fait qu'on est allé chercher l'argent qu'il fait sur scène pour dire on met 15 000 dans un podcast, mais là, on est rendu dans le bordel 2. On s'est équipé avec toutes des Blackmagic, un système avec... Tu sais, ça doit coûter 55 000 $. Tu sais, mais tu sais, oubliez pas qu'on a parti de 3 caméras à 200 d'un Best Buy, puis avant ça, c'était des GoPro, puis avant ça, c'était des laptops sur Skype. Fait que tu sais, il y a une évolution. Puis aussi, quand je parle de ça, j'arrive aujourd'hui, oui, ma réalité, oui, on fait de l'argent, mais on était longtemps sans faire. Ouais, puis ce qu'on retient, je pense, de toutes les expériences, c'est que c'est toujours des sources de revenus différentes là. C'est toujours un cumul de sources de revenus. Donc, faut pas focaliser sur une seule source de revenus, si je comprends bien, mais faut être capable de dire, ok, je vais aller chercher de l'insert automatisé avec une régie, je vais aller peut-être avoir un partenaire aussi, et où je vais moi-même faire du host trading, mais faut pas écœurer le client non plus là. Il y a c'est quand même un équilibre assez savant qu'il faut arriver à avoir. J'ai une question sur le système de la régie là. Michel, oui, tu voulais dire quelque chose? Ouais, mais en fait, non, mais je voulais peut-être juste pour clôturer sur les publicités, parce que je pense qu'il y a quelque chose qui n'a pas été dit encore, c'est, tu sais, on parle de 25-30$ de CPM. Ouais. C'est pas toutes les entreprises qui sont prêtes à mettre ça directement. Puis si tout le monde ici dans la salle se dit hey, « moi, je fais un podcast, j'ai 15 000 écoutes », il y a quelqu'un qui t'approche et dit hey, « j'aimerais ça peut-être commanditer ton podcast », puis tu dis « OK, j'ai 10 000 écoutes à 35$, fait que, tu sais, donne-moi, je sais pas, 350$, là, tu sais. » Puis les compagnies vont pas nécessairement être prêtes à faire ça. Je trouve que c'est quand même... trop générique de dire que c'est 25-30$ du CPM, tu sais, puis je veux dire, sous-écoute, honnêtement, je sais pas combien vous chargez. Si vous chargez réellement 30$ du CPM pour toutes les écoutes sur toutes les plateformes, c'est des bons partenaires avec qui vous êtes. Tu sais, moi, pour gérer un gros podcast qui est sexe oral, tu sais, on peut pas demander ça aux compagnies québécoises qui sont des compagnies particulières. Tu sais, je veux dire, moi, j'ai pas le contact de Ford... Amérique du Nord, là, tu sais, j'ai pas le contact de multinationales, tu sais, puis des fois, il faut aussi aller rejoindre le partenaire au milieu, tu sais, pour bâtir de quoi sur le long terme, puis là, à force de revenir, on rentre dans notre argent, ils rentrent dans leur argent, on progresse tranquillement dans la valeur, mais de commencer avec pied dur, de dire, ben, c'est ça la valeur des CPM, peut-être ça que Joe Rogan charge, mais on n'est pas là. Non, mais surtout qu'on sait que c'est à géométrie variable. Ce que disait Émile, c'est que ça dépend ça peut être à 15, à 20, à 25, à 30. Puis, il y a un enjeu particulier dont on n'aura pas le temps de parler, mais c'est pour vendre du CPM, faut avoir une statistique fiable.
Donc, faut parler. Est-ce que tu parles d'écoute? Est-ce que tu parles de téléchargement? Si tu parles de téléchargement, on parle plus de la même chose. Parce ça, que, c'est mais difficile. si tu parles d'écoute avec de l'IAB là, ou un autre standard, déjà là, il va falloir avoir un système fiable pour tout le monde. Là. Ouais, Oui, puis- déjà, c'est pas évident en podcast d'avoir un niveau de profondeur de statistiques que tu as sur YouTube, par exemple. Ou... Mais ça aussi, c'est parce que nos amis de Apple et de Spotify ne partagent pas les statistiques de nos podcasts quand ils sont chez eux, parce qu'on aurait un taux de rétention, on aurait tout un tas d'informations qui seraient pertinentes pour vendre du contenu. Dernière question sur un sujet un peu prospectif, c'est l'avenir. Là. Et ce matin, c'est une idée que j'ai entendue que je trouve vraiment intéressante. Puis je pense que quelque part, il y en a plusieurs d'entre vous qui sont déjà là-dedans. La régie. Vous, d'une certaine façon, vous avez quasiment fait une régie puisque vous faites vos propres inserts dans votre podcast. Michel, tu t'es aussi agent? Oui. Je ne sais pas où ça mène. Là, non, mais ce que je veux dire, c'est pourquoi ici au Québec, on n'arriverait pas à avoir des agents ou des régies qui mettent en relation des marques avec, par exemple, des portefeuilles de podcasts dans un domaine ou avec des gros podcasts qui sont, on a Captive qui font des centaines de milliers de téléchargements. On a Émile, on en a d'autres. Il y en a plein ici qui pourraient intéresser des marques. Puis, faire le lien, le travail d'agent qui serait peut-être comme une régie ou comme un agent, c'est pas possible. Ça te semble pas envisageable, ça? Ben, c'est comme PH dit, au niveau des grosses compagnies, premièrement, sont, pour utiliser une expression très québécoise, sont ultra frileux. Fait que, tu sais, s'ils s'associent maintenant à Mike Ward, écoute, il boit. Peut pas annoncer des véhicules parce qu'on sait qu'il va pas conduire avec des véhicules. Fait que, tu comprends, tu sais, la SAQ pourrait annoncer, tu sais, chez nous, tu sais, la SAC. Ah ben non, parce qu'on dit que la modération a bien meilleur goût, puis là, c'est 2 verres pour 1, puis tout. Tu sais, c'est que ça devient que les gens, ils mettent de la pub, ils sont rendus très, très frileux. Fait que les gens s'associeraient pas à n'importe quoi, tandis que dans le cas, je reviens d'un documentaire qui est produit, je dis, OK, c'est sur telle affaire, telle affaire, telle affaire, puis je sais que le langage va être bon, il y aura pas de sac, le monde tombera pas sur le dos à la fin du podcast. Mais ça peut être une solution alors quand même pour certains podcasts qui sont peut-être un peu moins On controversés. est trop petits. Alors, solution, je propose une solution. Portefeuille de podcasts. Tu as 4, 5, 6 podcasts qui font chacun 20 000, 30 000. Puis toi, tu vas aller voir une marque puis tu dis, hey, moi j'ai 6 créateurs, créatrices ou producteurs, productrices qui ont leur petit podcast. À eux tous, là, ils font 150, 200 000. On fait un achat de publicité et on le distribue sur ce portefeuille-là. C'est faisable, ça? Je pense que ça marcherait justement si les podcasts en question étaient comme un groupe de podcasts qui se ressemblent, toujours pour garder cette idée-là de l'alignement. Parce que moi, ce qui m'impressionne dans ce que vous avez développé, c'est vraiment, puis je pense en particulier à ce que tu disais, PH, c'est vous avez vraiment développé une relation de confiance avec votre commanditaire, puis vous aussi. Donc, c'est vraiment très, très aligné. Donc, je pense que ça serait nécessaire, en fait. Donc, c'est vraiment d'avoir une agence qui connaîtrait bien puis qui pourrait vendre pour chacun. Puis je pense, je sais que ça n'existe pas au Québec. Ça n'existe pas. Il y a quelque chose qui existe au Canada qui s'approche de ça, mais c'est pas ce que tu décris. C'est pas aussi personnel. Ça s'appelle Dax. C'est un service tu peux amener avec un budget, puis là, ils vont te distribuer, ils vont faire de la pub sur les podcasts. Je pense que c'est 10 000 en montant, quelque chose comme ça. Sauf que j'ai peur un peu, tout comme Acast, il y a un podcast que j'écoutais entre autres de Victoria Charlton. Puis avant ces podcasts de True Crime, ils mettent des pubs pour les True Crime de Radio-Canada. Fait que je trouve ça un peu spécial que tu n'aies pas de contrôle. Tu sais, tu dis, on peut dire de pas annoncer ça, mais je suis comme, genre, je regarde ça puis je me dis, je veux pas que n'importe qui annonce avant. Tu sais, on a tellement travaillé fort pour monter la marque. Tu sais, je veux que ce soit un produit qui nous ressemble. Tu sais. Ouais, mais ça, je pense que ça peut se dealer, tu sais, plus le système d'agent que le système de régie. C'est-à-dire que, parce que la régie, c'est un peu plus impersonnel peut-être, mais tu sais, je te posais la question à toi parce que tu es un agent puis tu sais ce que c'est de gérer des artistes. Mais je me dis, si tu es un agent, une agente, puis que tu as un portefeuille de podcasts qui se ressemblent, tu sais, des podcasts sur la vie familiale, puis ça va de la maternité, la paternité, la vie de couple, etc., la sexualité à la limite, puis à la limite, ton client, l'annonceur, lui pourrait dire, moi,
tu sais, comme le portefeuille de ton CELI, là, à risque ou pas à risque, là. Tu sais, l'annonceur, il dirait, moi, je suis frileux, je veux du propre, du beau, donc, je veux pas du sexe oral, mais je veux ça. Ou, tu sais, ou, non, moi, je suis un peu plus audacieux, je veux, du captive, du distorsion, du Mike Ward. Écoute, ça fait un beau cumul de non? Qu'est-ce que t'en penses, Émile? Oui, en fait... T'achètes l'idée? Moi, je pourrais acheter l'idée. Il y a autre chose aussi, je pense, qui rentre un peu en compte là-dedans, c'est que les clients, déjà, les clients publicitaires, eux, ils travaillent avec des agences. Tu sais, ils vont travailler avec, McDonald's vont travailler avec une agence, Sobeys va travailler avec une agence, tout ça. Tu sais, je dis pas que tous ces gens-là veulent annoncer dans des podcasts, mais il manque une forme, je pense, d'éducation aussi auprès de ces agences-là qui ont déjà les contacts avec les clients. Et puis, il manque aussi une forme de... Tu sais, on les rejoint comment, les podcasts? Tu sais, eux vont faire comment pour te contacter toi? Est-ce que tu contactes direct le créateur? Il manque un peu de lien. Il y a comme un gap à franchir, on dirait, entre les annonceurs, les agences qui ont déjà ces comptes-là, puis les podcasts comme véhicule publicitaire d'une certaine façon. Puis aussi, le Québec, c'est un petit marché. Oui. Fait que moi, tu vois, il y a une compagnie comme ça de pub qui nous a déjà approchés sous écoute. Parce que, tu sais, puis ils nous ont approchés, puis on dit, hey, nous autres, on est à Toronto. Tu vas avoir des pubs avec Kia, avec Hyundai, avec tout ça, on prend juste 50%. Ce qui est correct, là, tu sais. Mais tu comprends, c'est que les autres, ce qu'ils font, c'est qu'ils reçoivent justement 100 000 de Kia, puis Kia dit, répartis ça. Mais les compagnies qui ont 100 000, comme toutes les compagnies qu'on connaît, comme Budweiser, comme Subway, comme McDo, comme nommer toutes les compagnies qu'on connaît, ils n'iront pas au Québec pour parler à 20 000 francophones qui écoutent ça dans leur sol. C'est vraiment méchant ce que je dis, mais c'est ça. Fait qu'ils vont aller viser des Joe Rogan, ils vont aller viser des podcasts qui ont vraiment des codes d'écoute qui ont de l'impact. Je te dis pas qu'on peut pas avoir un produit de qualité en français, c'est pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est que je sens qu'on est vraiment... On est dans une marée de 400 millions d'anglophones. On est une petite province en haut. Puis je te dis pas qu'on veut pas accomplir de grandes choses, mais moi, quand ils m'ont proposé ça, j'ai fait... Ouais, mais c'est 50%. Je trouvais que c'était énorme. T'sais. Fait que c'est juste ça, mais je sais qu'il y a d'autres façons, mais je fais juste dire que ça existe déjà. Fait que, bon, finalement, on fera du cash ou on fera pas du cash avec le balado? Là, J'ai envie de ramener la question politique là-dedans, parce qu'il y a toujours de ça quand on parle de contenu. Si je me rappelle bien, puis peut-être que vous allez connaître ça plus que moi, il y a de plus en plus de plateformes qui permettent, quand les hébergeurs spécialisés en balado, je pense notamment à Spreaker, Acast, etc., il y en a plein, qui permettent de dire, de cocher une case puis de dire oui, comme mettez de la pub sur mon balado, comme faites, tu sais, puis on n'a rien besoin de faire. C'est juste tu coches la case, puis là, ils vont en insérer au point où tu dis d'en insérer, puis là, ça donne ça donne un revenu. Enfin, moi, j'ai jamais accepté ça. C'est pour ça que je sais pas si vous avez déjà essayé cette voie-là. Mais je sais que c'est une option technologique possible. Puis je me dis, le principal défi au Québec, c'est la question de la langue. Et souvent, ces plateformes-là, qui sont, sauf exception, pas québécoises, ne permettent pas de dire oui, mais mettez seulement de la pub en français, par exemple. Donc, pour moi, pour toute la monétisation, pour vraiment se saisir des opportunités qui existent déjà, il faudrait que dans toutes nos politiques publiques, notre militantisme, on arrive à dire dans toutes les options, il faut qu'il y ait toujours la case à cocher français, francophone. Ça commence un peu, là. Mettons, aujourd'hui, on va sur la page d'accueil d'Apple Podcast, il y a une section balado français. Mais pour la monétisation, il y a tout ce travail-là aussi à faire parce qu'il y a énormément de solutions technologiques qui existent déjà. Une personne qui fait comme nous aux États-Unis puis qui veut monétiser son balado, elle clique sur la case et coche, il n'y a pas de problème. Puis ça peut même être géolocalisé. La technologie existe déjà. On peut géolocaliser sur des endroits, des villes, ça existe, mais on peut pas dire sur la langue. Puis ça, c'est un problème technique, mais qui doit être réglé au niveau politique. Extrêmement juste. Si je peux juste me permettre sur... Enfin, un dernier tour de table, parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais il nous attend avec son micro, Julien. Ben, laissons la parole à PH, puis après ça, je vais me tourner vers le public parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent poser des questions, échanger, donc on peut prolonger un peu plus que prévu. Si, sentez-vous libre, si jamais j'ai un 5 à 7 avec Sans Filtre podcast. Sans Filtre, ça s'en vient après. Puis moi, je vais le crier bouh dans son podcast. Fait qu'on va juste... Donc, avant que tu fasses ton tour de table final, Stéphane, je vais me promener avec le micro après la prise de parole. Yes. Vas-y. On écoute. De tout ce qu'on dit tantôt, c'est toutes des belles réponses de monétisation. De mon expérience, la raison pourquoi
une publicité sur un podcast fonctionne autant que ça, puis a un aussi bon rendement, c'est parce que c'est le podcasteur qui lui-même endosse une compagnie. On en parlait tout à l'heure quand on disait qu'on crée une communauté. Puis si moi, je prends la parole 1 minute 30 en pre-roll en début de podcast pour parler d'une compagnie qui m'a envoyé quelque chose que j'ai testé, les auditeurs... Pardon? Un peigne? Un peigne, par exemple. Les auditeurs vont être beaucoup plus à même d'encourager cette entreprise-là. Puis c'est pour ça que moi, je veux dire, on a essayé un petit peu, justement, ce genre de publicité entrée de façon dynamique qui sont pas lues par les commanditaires. Puis non seulement ça crée un problème au niveau du retour sur investissement pour les partenaires, parce que c'est vraiment moins bon si c'est quelqu'un qui n'a pas de rapport avec le podcast qui lit le truc, mais aussi ça crée un problème pour les auditeurs, parce que les auditeurs, ça leur dérange pas de m'entendre moi parler pendant 1 minute 30 de peigne en début de podcast, mais si c'est une voix qu'ils connaissent pas, qui leur parle de la nouvelle Hyundai, ça se peut qu'il n'y en ait rien à battre, là, tu sais. Puis ça va déranger les auditeurs. Fait que c'est comme aussi cette mince ligne-là qui fait du podcast. Tu sais, Mike, les publicités au début de Sous-Écoute, quand il a commencé à avoir des publicités, c'était un happening. T'écoutais Mike faire 3 minutes de pubs de Terrien. Je me rappelle, Terrien, c'est mes comptables. Moi, j'ai 2 business, c'est mes comptables dans mes 2 business grâce à Sous-Écoute. Puis, je veux dire, il parlait de Terrien comme si c'était le Saint Graal des bureaux de comptables. Puis, c'est pour ça que ça marche, tu sais. Fait que je pense qu'il y a quand même ça à considérer. Puis, je suis pas sûr que la mentalité de publicité traditionnelle va vraiment faire 100% le transfert vers les podcasts à cause de ça. Quand tu dédies 1h30 à 2 heures par semaine à quelqu'un, tu es investi dans cette personne-là, tu sais. Ouais, puis plus que écouter La Tour, tu sais. Mais les statistiques le disent. N'importe quel talk show, n'importe quel Ce que tu dis est supporté par des statistiques. Les statistiques démontrent que le host reading, la lecture par l'animateur, incite les gens. Tu sais, il y a des statistiques qui tournent autour de Nina, je sais pas si elle est encore là, mais Nina Cohen, il y a des statistiques qui ont été faites au Paris Podcast Festival qui disent qu'à peu près 70% des gens qui écoutent de la publicité annoncée par l'animateur se renseignent sur le produit ou ont envie d'acheter le produit. Ça varie entre 60 et 80%. Donc c'est quand même intense. Là, c'est pas, il y a aucun média qui te donne un tel retour là. Un dernier mot peut-être avant qu'on passe aux questions ou on y va directement avec les questions? Oh, il va avec Allez, les on y va avec les questions. Étienne Roy de Cube Radio. J'en ai des choses à dire en plus. Je vais essayer de me concentrer à l'essentiel. C'est super, sérieusement, vous êtes des success stories, puis c'est vraiment inspirant puis motivant pour l'avenir. Puis chacun à votre façon, vous amenez le balado plus loin au Québec par Magneto, parce que c'était une première compagnie. Vous, en tant qu'indépendant et créateur de contenu, vous avez amené justement, vous avez débroussaillé, vous avez défriché. Et maintenant, il faut vraiment, je pense peut-être faire un petit reality check, mais en même temps que ce soit positif. L'idée de la régie publicitaire avec un portefeuille de balado, c'est super, ça existe déjà. La seule chose, c'est la technologie qui n'est pas adaptée à cette réalité-là en audio. C'est-à-dire que les engins de monétisation sont en arrière par rapport à Google Ads, par exemple. Donc, tu peux pas faire autant de ciblage et tu peux pas faire autant de sélection. Il y a beaucoup de manutention. Fait que, mettons que tu as un portefeuille, ça va te prendre quasiment le même temps que ton investissement pour programmer ta publicité. Nous, on vit ça en ce moment. Je m'ouvre. Ceci dit, notre fournisseur et d'autres sont en train de passer à la phase suivante, où là, ces possibilités-là vont arriver. La langue, on peut pas ouvrir la publicité parce que si on l'ouvre, excusez-moi, je parlais de la publicité programmée. Ouais. Ça, c'est quelqu'un qui nous a acheté directement. Mais non, moi, je parlais en host trading. Non, mais moi, je parlais en host trading, mais ce que tu dis est une phase plus loin. Attention, c'est pas de la programmatique que je parle. C'est vraiment de l'achat publicitaire. Les gens ont acheté tant de CPM. La programmatique, si tu l'ouvres, là, la langue arrive. C'est-à-dire qu'il ne pourra pas savoir si tu es francophone ou anglophone. Fait que là, tu vas te retrouver avec, comme ça arrive en ce moment quand j'écoute des podcasts français, j'ai des publicités en anglais très souvent. Ou l'inverse, j'écoute des podcasts en anglais, puis des fois, j'ai une pub en français. Ça, c'est un problème. L'autre truc aussi, c'est les agences. Effectivement, il y a encore un gros, énorme travail pour conscientiser les agences sur la valeur de l'audio. L'audio, c'est intime, c'est direct, c'est un geste volontaire qui est plus fort et plus grand
je pense être d'accord avec ça, que se swiper ou que passer au YouTube, tu as fait une recherche et elle est comprise, cette valeur-là, aux États-Unis et en France de plus en plus. Le host rate en France, là, il vaut de 40 à 60 €. Je veux dire, puis ils le vendent, là. Fait que il n'y a pas de raison qu'ici, on le vende pas plus que 30 $. Là. Je veux dire, mais le problème, c'est... Non, mais on s'entend, les budgets, je dois me dire, je sais, là, mais... C'est parce qu'il y a 70 millions de Français, puis on est... T'sais. Oui, je t'entends. Non, mais je t'entends, mais ceux qui font le host thread, là, c'est des binge audio qui ont autant d'écoute que toi, là, t'sais. Pour vrai. Sauf que ça fait des années qu'ils travaillent avec les agences. T'sais. Puis ce que je trouve le fun là, cette année, là, d'ailleurs, c'est des fleurs que je t'envoie, là, c'est que là, c'est la première fois que je vois vraiment le milieu qui est pas mal très bien représenté. Il y a eu une pandémie, Étienne. Ouais, Donne-nous une chance. Non, mais ouais, Il n'y avait pas beaucoup de monde en 2020 ici. Ouais. C'était triste. C'était tranquille quand même. Mais tout ça pour dire qu'il n'y avait pas de journée de pro. Que le fait qu'on parle de ça, ben, on va tous communiquer ces choses-là à justement les agences. Puis on a un travail ensemble pour faire progresser ça. Parce que moi, je veux qu'il y en ait d'autres, comme vos succès, je veux qu'il y en ait d'autres qui existent. Puis il y a une place pour ça. Parce que si c'est pas d'autres qui arrivent, ben, on va commencer à en écouter de plus en plus de l'étranger. Puis pas juste en français, en anglais aussi. Fait qu'en gros, c'est ça. Il y a peut-être d'autres choses que j'aurais dit, mais bref. Je pense que tu en as dit assez, Étienne, mais c'était très pertinent. Merci. Est-ce que quelqu'un veut réagir sur scène peut-être à ça avant que... Peut-être juste dire que moi aussi, j'applaudis ton commentaire, Étienne, parce que j'entends là la nécessité, si je t'ai bien compris, d'aider les agences à connaître et communiquer à leurs clients la valeur des balados. Exact. Tout à fait. Bien traduit. Oui, c'est ça. Ben, je pense quelque chose ici. Là. Elle l'a bien clarifié, en tout cas. Hein? En fait, moi, je trouve ça super intéressant parce que j'ai un modèle. Moi, j'ai ma fabrique de balado. Puis, je suis plus dans le modèle de Zoé que le modèle de vous trois, messieurs. Donc, mais justement, je trouve ça fascinant parce qu'effectivement, en fait, moi, j'ai une phobie des formulaires. Donc, les demandes de subvention, c'est extrêmement difficile pour moi. Fait que je fonctionne beaucoup avec, tu sais, corpos, diffuseurs. Mais de plus en plus, j'aimerais ça justement financer, donc m'orienter vers les subventions. Cela étant dit, tu disais tout à l'heure, c'est extrêmement facile la reddition de compte. En fait, c'est pas la reddition de compte ou même remplir les formulaires, même si ça me donne des boutons. C'est la multiplication. Tu sais, comparé à vous, vous avez quelques balados, un ou quelques-uns sur lesquels, tu sais, vous misez tout. Donc, les clients que vous allez chercher, c'est pour un seul. Vous n'allez pas en chercher 50 différents. Tu sais, vous allez en chercher 1, 2, 3 max peut-être. Nous, dans nos cas, on a beaucoup... Tu sais, puis la réalité au Québec, c'est que c'est des petites séries, à moins de séries conversationnelles comme ça, qui sont de 3-4 épisodes. Fait qu'il faut que tu ailles en chercher en tabarouette des subventions. Fait qu'à un moment donné, remplir des formulaires, tu sais, je veux dire, I didn't sign up for that in life. Fait que, bref, tout ça pour dire, mis à part ce petit commentaire éditorial, j'aimerais savoir, tu sais, vous disiez, parce que de la même façon, c'est aussi compliqué, moi, je trouve, par contre, remplir des formulaires que d'attendre 8 ans que ton podcast soit payant avec beaucoup de foi et d'espoir, là. Puis justement, je me demandais, bien, premièrement, qu'est-ce qui fait que vous lâchiez pas? Parce que, je veux dire, à un moment donné, il faut que, c'est ça, faut que quelque chose se passe. Puis deuxième question, qu'est-ce qui a fait, tu sais, au bout de 8 ans, je sais que c'est pas arrivé du jour au lendemain, là, mais je veux dire, tu sais, quand est-ce que ça a flippé et vous avez fait OK, là, vraiment, tu sais, là, je dis 8 ans parce que Michel l'a mentionné, a donné le chiffre, là, mais tu sais, quand est-ce que vous avez su que là, ça commençait à marcher vraiment? Puis qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce que c'est quelque chose de plus épisodique ou c'était vraiment le travail de fond? Bien, je pense qu'un vrai. Je vais faire attention à mes mots ici. Attention à ce que tu vas dire là. Ouais, je vais faire attention à ce tu m'as que dit je de vais te dire. checker si tu allais dire Ouais, merci. On le fait juste, tu sais, la plupart des gens qui font du podcast, la grosse quantité de gens, c'est par passion. Puis on l'a fait par passion. Tu sais, Mike, ça l'intéressait de savoir, tu sais, les discussions qu'on a dans les loges, pas devant les caméras, que ce soit qu'on parle de lutte ou qu'on parle de n'importe quoi. Tu sais, ça, c'est juste, ça a rapport. Tu sais, c'est juste que, tu sais, on recevait dernièrement, tu sais, Sylvie Tourini qui nous parlait qu'elle s'était mise sur Bumble. Puis, tu sais, je veux juste dire que on fait des belles rencontres, puis Mike, il aime ça parler aux humoristes. Fait que on a vraiment tout fait ça par passion. Puis aujourd'hui, c'est le fun, le succès, mais on l'a... Puis c'est sérieux ce que j'ai, puis c'est une des raisons pourquoi, tu sais, je rentrais pas dans le dossier de l'UDA, mais c'est une des raisons, c'est parce que ce que j'explique à l'UDA souvent, c'est que je leur dis,
Moi, là, comment il y a 10 000 personnes qui m'écoutent, Mike va continuer de le faire tant que ça l'allume. Mais à 10 000 personnes, j'aurais plus l'argent que j'ai présentement pour payer. Fait que je veux pas être pogné, engagé à payer. Puis je veux pas non plus que mon podcast s'arrête dans 3 ans parce que l'UDA m'oblige à... Tu me suis, tu sais, moi, ce podcast-là, Mike va le faire tant aussi longtemps que ça va y tenter. Puis là, on a du fun à le faire. Puis on rencontre, puis on a fait découvrir plein de jeunes humoristes. Il y a des humoristes qui ont commencé chez nous, tu sais, Preach, Christine Morancy, tu sais, c'est des gens que les premières fois qu'on a vus, c'était un peu à sous-écoute, tu sais, puis c'est le fun de donner la chance à cette jeunesse-là, à faire découvrir des gens, tu sais... Il y a vraiment des gens fantastiques qui ont passé à sous-écoute. Il y a vraiment des beaux moments d'humour qui se sont passés à sous-écoute. Puis c'est la passion. Je suis juste passionné. Fait que c'est pour ça que peu importe le temps, puis c'est la même chose. Il est parti dans sa cuisine. 50 épisodes à côté du toaster sans savoir si ça allait être payant. Puis là, à un moment donné, ben, il a dit « Oh, là, on commence à faire... » Tu sais, sous-écoute paye. Mais c'est une fierté de payer. Puis si je pouvais donner plus, je donnerais encore plus. Puis je suis sûr que c'est la même chose pour eux autres. Si une année, mettons, Eros et compagnie donne un bon salaire, il va peut-être dire « À cette heure, je paye votre déplacement. » Tu sais, comment que c'est 50 $ ou comment que c'est 25 $ pour payer le stationnement dehors? Au moins, il va être fier de le faire. Tu sais, fait que c'est vraiment la passion qui nous guide. Fait que c'est ma réponse, c'est la passion. Ouais, moi, qu'est-ce qui a fait que ça a flippé? Ben, c'est tous les moyens d'être payé. Tu sais, là, on était au bordel. Là, à un moment donné, on faisait sold out le bordel. Fait qu'on pouvait payer le réal, puis il nous restait un peu d'argent. Oh, Colin, là, qu'est-ce qu'on fait avec cet argent-là? Là, là, après ça, Patreon. Oh, c'est quoi ce Patreon? On a fait, tu sais, on est arrivé là-dessus. Là, et combien d'abonnés sur Patreon? Beaucoup. Fait que... non, mais c'est public. Pour certains, c'est public. Oui, pour ceux qui en ont... Toi, tu veux pas? Tu sais, moi, sur Patreon, ça fait 3 ans, je fais plus rien, puis j'en ai encore 2. Fait que c'est triste. Et on a une autre question ici de Gabriel qui est... veux-tu te présenter? Ouais, juste il y avait finir, deux. Juste pour finir, dans le fond, parce que sous-écoute, c'est un cas quand même unique, là. Mais nous, quand ça a flippé, en fait, la réponse sur la passion, c'est exactement la même chose. Nous autres, c'était à chaque semaine, on avait hâte de faire un podcast, là, tu sais. Puis on aurait continué sans financement longtemps, là. Mais ça l'a switché quand on a eu notre premier commanditaire. Puis c'est Terrien encore. Les bons vieux Terrien, on a eu un commanditaire, puis là, le monde nous a écrit en disant « Hey, félicitations! » Puis là, à la place d'être fâché qu'on mette de la pub sur notre podcast, le monde nous félicitait. Puis là, ça l'a fait que d'autres commanditaires nous ont écrit, puis c'est comme ça que ça a flippé. Les codes d'écoute montent, puis il y a un peu d'argent à Google, puis c'est ça. Je passe la parole à Gabrielle. Bonjour. Ben, je me présenter, oui? OK, non, mais... On fait un balado avec les enregistrements aujourd'hui, donc je salue les gens qui nous écoutent dans leurs écouteurs en ce moment. C'est juste pour les guider un peu, pour savoir qui prend la parole. Bon. OK, ben bonjour. Moi, je produis des podcasts là, institutionnels, non institutionnels. Je pense que notre plus gros succès s'appelle Les Ficelles, qui est un podcast qui analyse OD. Puis, justement, c'est une question un peu plus pour ceux qui font des podcasts avec des commanditaires. Tu sais, nous, notre communauté là, est vraiment là, puis est vraiment présente, puis est très, 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 très nombreuse. Puis, PH, ça me rejoignait quand tu disais, tu sais, nous, on essaie d'approcher des commanditaires vraiment, tu sais, qui fit avec nous, tout ça. Si c'est pas le CPM qui, tu sais, c'est quoi ton pitch de vente? C'est-tu tes animatrices? Parce que toi, évidemment, tu sais, Sexorant, c'est des influenceurs, sont connus, tout ça. Moi, tu sais, mes ficelles sont connues, mais pas tant, là, tu sais. Mais, par exemple, le podcast est connu, tout ça. Fait que c'est quoi le pitch de vente pour vraiment, tu sais, accrocher le monde? Tu sais, Émile aussi, avec, tu sais, l'université. Comment vous avez vendu ça à vos annonceurs? Ben, en fait, nous, on approche les partenaires vraiment de façon à connaître leurs besoins en premier. T'sais. C'est quoi qu'ils désirent faire passer comme message. Évidemment, on a un plancher là, en termes de prix, mais on explique que sur le long terme, c'est toujours mieux pour tout le monde. Pour nous, parce que c'est moins placé. Une publicité que tu dis une fois, mettons, puis que tu n'en reparles plus jamais, ça paraît que c'est une pub, c'est pas bon. Si c'est un storytelling avec une publicité, c'est mieux pour nous, c'est mieux pour les auditeurs, c'est mieux pour les partenaires, parce qu'avec la répétition, c'est toujours mieux. Fait qu'on se dit, ben écoutez, si vous prenez tant d'épisodes, on fait quand même un bon rabais initial, vraiment. Puis ça marche tout le temps. Il n'y a aucun partenaire, si tu leur fais ce rabais en disant, hey, là, ça coûterait ça, mais là, sur 5 épisodes, ça coûte ça.
le monde embarque, puis après ça, tu dis, ben là, OK, ça a bien marché, vous avez été à même de voir le résultat. Puis là, on tombe sur nos vrais prix, tu sais, puis ça fonctionne tout le temps. Puis le pitch, c'est évidemment ton nombre d'écoutes tout le temps, puis aussi le public cible. Tu sais, ça, c'est vraiment l'identité, hein, ton identité. Là, qui je suis, puis comment je vais renforcer ton identité, puis coller à ton identité. Moi, je pense qu'il y a de ça aussi. Oui, de bien connaître sa démographie, je pense que c'est la base. De bien connaître ses chiffres aussi. Des fois, ça peut être interprété de d'autres façons. Il y a pas seulement les views et les downloads. Hein. On peut être bien bon pour parler de plein de choses sauf ça. Hein, tu sais, dans le sens qu'il y a plein d'autres éléments qui sont super importants. Puis sans oublier le purpose, en fait, la raison d'être. Tu sais, moi, j'ai écouté les ficelles, j'écoute même pas OD. Puis j'ai trouvé ça bien. Puis tu sais, en ce moment, tout le monde veut rejoindre la génération Z, tout le monde veut rejoindre les millennials. Si tu réussis à leur convaincre que ton balado peut rejoindre cette strate, tu sais, et c'est un bon. Je pense que c'est un bon. Ça peut contribuer vraiment à un bon pitch là. Pardon, excuse-moi. Les autres éléments que tu nommais. Tu t'es dit, il y a d'autres éléments que les chiffres. Ah non, mais par exemple, ton engagement, ta rétention, tu sais, les gens, combien de pourcentage, par exemple, vont écouter ton podcast, leur âge aussi. Des fois, tu peux aller chercher, extrapoler à partir de d'autres plateformes, par exemple Facebook, Instagram, tu peux aller chercher de l'information un peu plus ciblée que tu peux pas aller chercher avec des données purement audio. Donc, tu sais, tu peux extrapoler quand même sur l'éducation de tes fans, sur leurs intérêts, des choses comme ça, sur l'affiliation avec d'autres marques, l'affiliation avec d'autres. Donc, ça demande un peu de recherche. Il faut que tout le monde devienne un petit peu marketeur là, d'une certaine façon. Mais je pense que ça peut aider à améliorer un pitch au départ. Là. Moi, par contre, ce que je reproche au podcast actuel, c'est que les gens, tu sais, comme avec Mike, on est parti, puis Patreon n'existait pas, tu sais, je le disais, Indiegogo, tout ça, il n'y avait rien qui existait, fait qu'on a comme construit l'avion en vol, tu sais, on a fait, ça, on va faire ça, on va faire ça. Tu sais, on a inventé une façon qui semble fonctionner avec nous, tu sais, on a travaillé là-dessus, mais aujourd'hui, les podcasts sont, bon, je pars un podcast, comment ça marche, Patreon? T'as un épisode, tu sais, c'est là, j'ai Chuck que je sais qu'il va prendre la parole le prochain, puis il enseigne à l'école de l'humour le cours de podcast, puis il va pouvoir nous le dire, mais je pense que c'est 80% des podcasts ne dépassent pas l'épisode 7. Fait que pourquoi qu'à l'épisode 1, tu vas... C'est pas le même pourcentage, mais en tout cas, Chuck, tu sauras me le dire, j'invente de quoi là présentement, mais il y a beaucoup de podcasts qui passent pas l'épisode 7. Fait que pourquoi qu'à l'épisode 1, t'es en train d'aller voir, tu sais, hey, Subway, ça te tente de me commanditer, puis dans le cas de PH, lui, ce qui était fort, c'est qu'il arrivait avec le studio sans filtre, il arrive avec une gang de gens qui l'écoutent. Il dit, garde, les deux personnes vont l'animer, c'est ça. J'irais dire, vends le même podcast, c'est moi puis Émile, puis on parle, Stifie, de tricot. Je pense qu'on ne trouvera pas vraiment c'est encore assez rare. Ouais. On devrait pogner le 200 personnes. Mais tu peux pas aller chercher le financement par terre. C'est ça que je trouve difficile des podcasts. Juste rapidement, là, pour finaliser la réponse, une autre affaire qui est importante dans les pitches que nous, on utilise, c'est 2 ou 3 histoires à succès de partenariats antécédents. Fait que, mettons, on a eu un partenariat, on demande les résultats à la fin, un retour sur investissement, puis là, ça parle pour soi-même. Là. Donc, Chuck, corrige-moi dans ma statistique. Non, mais t'es pas loin de ça. En fait, j'essaie de retrouver mes notes justement dans mon cours, mais je l'ai pas trouvé. Mais effectivement, c'est au bout de 21 épisodes, on rentre dans le 90. Il y a 10% qui se rendent à 21 épisodes. Ou non, à 1%. En fait, on rentre à 1%. Mais à 7 épisodes, c'est... 7 épisodes, c'est... 7 épisodes... Je parlais pas à toi, là, je parlais en général. T'sais. C'est ça, 90% qui après 7 épisodes, ça choke. Après ça, on rend à 1% quand on passe à 21 épisodes, si je me rappelle bien. On fait partie du 1% quand on passe à 21 épisodes. Donc, bravo tout le monde qui font partie du 1%. Petite question comme ça, on parle d'agrégateurs, iTunes, Google Play, Spotify. On parle des statistiques que, évidemment, ces diffuseurs-là ne veulent pas révéler. Mais maintenant, de plus en plus, on a des outils qui nous permettent de pouvoir savoir la durée moyenne de l'écoute des épisodes directement sur les plateformes Spotify, Google Play et iTunes. On peut le regarder directement, Spotify for Podcasters, Apple for Podcasters et Google Podcast Manager.
y a-t-il un agrégateur de ces statistiques-là qui existe pour les gens qui veulent repartir avec un petit outil, ou voir si ça existe, qui vont aller chercher des moyennes générales parce que c'est tellement long aller chercher les statistiques de chacune de ces plateformes-là, un à un. Non, il n'y en a pas. Tant que Spotify n'aura pas une API qui va te permettre de te connecter à leur CMS. En fait, non, ça n'existe pas. Ce que te dit Étienne, c'est que ça n'existe pas parce que ils partagent pas ces données-là, ils les gardent en propriétaire, puis ils te donnent qu'une partie des données, comme tu t'en doutes là. Donc non, c'est pas possible. Puis il y a des quelques compagnies qui proposent des statistiques, tu sais, puis du classement, ça me revient plus en tête là, mais moi, je ne me fie pas du tout à ça parce que tu te rends compte que le ranking, par exemple, qui t'annonce, il correspond pas au moment où tu vas regarder sur Apple Podcast ou Apple Connect ou je sais pas quoi. Donc non, pour l'instant, il y a pas ça. Mais c'est vrai que mais tu sais, si on parlait de besoins qu'on a, ça fait partie des besoins de est-ce qu'on peut, vous voulez pas nous payer pour diffuser nos podcasts, mais donnez-nous au moins nos statistiques, laissez-nous au moins accéder à nos statistiques pour que nous, derrière, on puisse trouver des solutions de paiement. Ça, je pense que ça pourrait être une belle possibilité. Mais pour les gens qui commencent, PodTrack est assez intéressant. Hein? Mais il est pas super fiable. C'est quand même assez fiable. Avec les classements de PodTrack, moi, j'ai vu des trucs. Ah, ok, tu parles vraiment de la stat, parce que le classement, c'est rock'n'roll. Ouais, PodTrack fait quand même une belle job. Il va chercher quand même des données Spotify, il va chercher des données démographiques. C'est pas la perfection, là. C'est les mêmes données que tu as dans ton... excusez, c'est Étienne Roy qui parle. C'est les mêmes données que tu vas avoir dans ta plateforme, que ton hébergeur, tu vas trouver. PodTrack donne pas plus. Oui, mais il veut un agrégateur. Oui, mais lui, il parle... Non, mais lui, il parle de Apple Connect, Spotify for Podcasters, chacun ont leurs statistiques d'un côté, puis est-ce que tu peux les agréger? PodTrack, en fait, il s'insère entre ton fil et les diffuseurs. Donc, lui, il te donne les données qu'il va récupérer entre les à ce moment-là. Toi, tu as un MP3 qui est sur un serveur, tu sais, puis PodTrack va chercher les données de ce MP3 sur le serveur. Après, ça dépend à quel point tu as le contrôle sur ton serveur. Si tu utilises Acast ou Anchor ou peu importe, lui, il va t'agréger tout ça. Là. Tu vas les voir, toutes tes données d'écoute d'un peu partout. Si tu utilises un service d'hébergement payant, là, tu vas les avoir, mais c'est superficiel. Tu as bien plus de données, comme tu dis, Stéphane, sur chacune. Ben, comme tu as dit, là, podcaster pour Spotify et tout ça. Mais ça, tu peux. Un truc aussi, c'est si tu utilises un embed, là, ça peut être un petit indicateur. Là. Si tu prends un embed et tu le mets sur ton site, puis si tu drives un peu de monde vers ton site, ben tu vas avoir un petit échantillon de voir combien de temps les gens consomment, puis si tu mets tu le pixelises, ben tu vas peut-être avoir un peu plus de données sur c'était qui ces personnes-là, c'était-tu. Oui, puis si tu héberges ton audio sur YouTube, par exemple, ben tu as accès à toutes les stats que YouTube t'offre qui sont très. Je suggère excusez-moi. Je suggère qu'on compare nos feuilles Excel durant le 5 à 7, si ça vous dérange Très pas. Bonne idée. C'est juste parce que dans quelques minutes, on a Sans filtre qui va prendre la scène, puis je veux pas que Dominique soit seul à faire Sans filtre, sans pH. Fait que si possible, on va le libérer. Stéphane, je te laisse faire un dernier petit tour de table peut-être pour conclure rapidement. Ben non, mais moi je pense qu'à moins que vous avez quelque chose à ajouter les uns les autres, vous avez été formidables, vous avez été très complémentaires, vous avez allumé beaucoup de questions. Mettons que vous demanderiez chacun et chacune une chose à améliorer pour la question du financement ou la monétisation. Vous voudriez une chose. Qu'est-ce que vous demanderiez, Zoé? Moi, j'ai envie personnellement, puis c'est un défi que je me lance à moi-même, de poursuivre dans l'innovation. J'ai plein d'idées pour les prochains projets. J'ai été inspirée par une fabuleuse podcasteuse qui s'appelle Laurence de Nouveau Monde Productions. Elle a fait une monétisation incroyable avec une exposition in situ. Puis je trouvais que c'était tellement une bonne idée. Puis je vais essayer ça. Je vais aussi essayer de la monétisation inter-podcast, donc publiciser certains de mes podcasts sur d'autres podcasts. Je me dis, je vais les payer, puis peut-être qu'éventuellement, ils vont... Tu sais, donc, il y a comme plein de choses à inventer. Fait que moi, c'est un peu le défi que je me lance puis que je nous lance. Ben moi, je trouve que le milieu en ce moment est en pleine ébullition. On dirait même post-pandémie, on sent qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a énormément de production. On n'a jamais eu autant d'offres. Donc, c'est hyper stimulant. Donc, moi, en fait, je suis hyper positif avec ça. Je demande juste plus de collaboration, je pense, entre les créateurs. Bientôt une prochaine saison?
Alors, on vient juste de terminer la dernière. Mais oui, automne prochain, c'est sûr. OK. Michel? Ben moi, je souhaite juste qu'il y ait plus de podcasts. Parce que plus de podcasts va créer, tu sais, on va avoir une voix plus forte. Fait que quand on va venir le temps de vouloir faire valoir certains points, on va pouvoir être plusieurs autour de la table. Parce que là, je suis tout seul autour de la table. Fait que j'aimerais savoir des gens avec moi qui sont là. On va parler de l'UDA tout à l'heure en buvant un verre. Ouais, c'est ça. PH? Tout ça et encore plus. Merci à vous, vous avez été formidables. Bravo, applaudissez-les. Bravo, merci. Cet épisode a été enregistré, monté et mixé par Simon Covy-Serrois. Je tiens à remercier nos commanditaires et partenaires qui ont rendu possible cette 7e édition du Festival La Radio Numérique. Amazon Music, la Ville de Gatineau, le Conseil des arts du Canada, le Conseil des arts et des lettres du Québec, l'Ambassade de France au Canada, Culture Outaouais, Radio-Canada Audio, Télé-Québec, la microbrasserie Le 5e Baron et l'Ambassade culturelle. Je vous donne rendez-vous en avril 2024 pour notre 8e Festival La Radio Numérique.